s'il vous plaît. C'est parti. Ok, bonsoir tout le monde. On est vraiment très, très heureux d'avoir tellement de gens pour cette soirée de formation d'attaque sur les alternatives au capitalisme. Bon, je crois que s'il y a beaucoup de monde, c'est parce que vous connaissez bien Monsieur Jean Bricmont, mais enfin, en tout cas, je crois que je vais devoir le présenter un peu. Qui est professeur de physique théorique. Il semblerait qu'il y a pas mal de vos étudiants ici, non? Oui. à l'Université catholique de Louvain. Et il a aussi été professeur aux États-Unis à Rutgers et Princeton. Et il collabore avec l'Académie royale de Belgique. Il a écrit plusieurs livres. Avec l'American Alliance Social, il a écrit un posture intellectuelle sur l'usage du langage scientifique. En 2003, à l'ombre des Lumières avec Régis Debray. En 2007, il participe à un ouvrage collectif consacré à Noam Chomsky. Et aussi, il a écrit avec Noam Chomsky Raison contre pouvoir, le pari de Pascal. Et il a aussi publié, un peu dans la ligne de l'humanisme humanitaire, droit de l'homme, droit d'ingérence, droit du plus fort. Et il dénonce l'utilisation de la doctrine des droits de l'homme pour faire la guerre. Bon, je vais arrêter de citer tout ce qu'il a écrit et on va passer à parler de l'anarchisme, qui est un courant politique et philosophique assez large et alors relativement difficile à définir comme ça, mais qui surtout met en question le pouvoir et cherche une société sans domination. Et je crois qu'il va nous parler de l'anarchisme en général et aussi un peu de ce qu'il représente maintenant dans nos jours aussi, un peu, les influences dans nos jours. Et voilà, je lui laisse la parole. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc je remercie Attac et Henri Houben de m'avoir invité, mais j'ai été, comment dirais-je, j'ai été invité assez récemment et donc j'espère que ça ira. Je n'ai pas eu le temps de préparer autant que peut-être j'aurais voulu parce que bon, j'ai aussi mon métier habituel. Et je ne me définirais pas ni comme anarchiste, ni comme spécialiste de l'anarchisme, mais c'est vrai que je suis assez proche de Noam Chomsky, et comment dirais-je, lui se définit comme un compagnon de route de l'anarchisme, c'est un peu par analogie avec compagnon de route des communistes, un peu ironiquement. Il n'est pas anarchiste, je dirais peut-être au sens strict, ou en tout cas on peut en discuter. Et une autre personne dont je vais parler, c'est ah ben voilà Henri qui est responsable de cette invitation. Il a, comment dirais-je, il y a un autre penseur que j'aime beaucoup et qui a beaucoup réfléchi sur l'anarchisme, qui en a beaucoup parlé, qui l'a analysé, c'est Bertrand Russell. Mais ces dernières années, j'ai été absorbé par les questions justement de guerre et de paix, de ce que j'appelle l'impérialisme humanitaire. Ça fait que je ne me suis pas intéressé, si vous voulez, de près à l'anarchisme, mais une période de ma vie, c'est vrai que j'ai lu beaucoup les anarchistes, j'ai apporté des livres, vous pouvez regarder à l'interruption, ne les piquez pas, parce que l'anarchisme, comme le dit le titre de Baillargeon, c'est l'ordre moins le pouvoir, c'est pas le bordel, c'est l'ordre du pouvoir. Et si vous vous intéressez, par exemple, les livres de Guérin sont maîtres, par exemple l'anthologie faite par Daniel Guérin est assez intéressante. Alors il y a tous les classiques, Kropotkin, qui est un des intéressants. Et alors Russell, par exemple, vous avez les chemins vers la liberté, qui en français s'appelle Le monde tel qu'il pourrait être, les principes de reconstruction sociale, le mariage et la morale, la pratique et la théorie du bolchevisme. Tous ces livres sont, à mon avis, extrêmement intéressants. La révolution inconnue de Volin, si vous voulez voir la version, le point de vue anarchiste sur la révolution russe. Enfin, bref. Et aussi, par exemple, il y a des auteurs que vous ne soupçonnez peut-être pas d'être anarchistes qui ne le sont pas. C'est Oscar Wilde, par exemple, qui a écrit L'âme de l'homme sous le socialisme. C'est un livre assez intéressant. Il y a toutes sortes de gens, par exemple, je ne sais pas si vous comptez Tolstoï. Tolstoï se considérait comme anarchiste chrétien, ce qui est un peu bizarre, mais enfin, Malraux disait que Jésus-Christ était le seul anarchiste qui avait réussi. Donc, bon, alors, je vais venir aux idées, mais pour commencer un peu par des anecdotes, les anarchistes, ne vous effrayez pas, je n'ai pas de couteau entre les dents, ni de Kalachnikov en dessous de la table, mais ils sont
à plus d'endroits que vous ne le pensez peut-être, parce que vous connaissez sans doute, puisque beaucoup d'entre vous viennent de Bruxelles, la clinique César de Pape. César de Pape était au moins au départ un disciple de Proudhon. C'était un des fondateurs du POB, du Parti ouvrier belge, qui est l'ancêtre du PS, mais au départ c'était un anarchiste, c'était un libre penseur. Si vous passez devant l'ULB, il y a le campus du Solbosch, et là vous voyez un homme qui tend une torche, d'accord? C'est un monument à Francisco Ferrer, qui est un anarchiste espagnol et un pédagogue, qui a été tué, qui a été condamné à mort, exécuté, avant l'époque du franquisme. On pourrait parler d'Élysée reclus, quoi? 1909. Non, il était exécuté en 9? La scène est tragique à Barcelone. Ah bon, ok. Mais bon, je ne sais plus. Mais toujours est-il que c'était avant, je voulais signaler que c'était avant l'époque du franquisme. Et c'était un éducateur progressiste. Et alors, bon, Reclus, par exemple, Élisée Reclus, qui était un grand géographe anarchiste, il était invité comme professeur à l'ULB. Il y a eu un attentat anarchiste à Bruxelles et on a utilisé ça par culpabilité par association, un mécanisme qui est encore utilisé de nos jours pour se débarrasser de lui. Bon, alors, les anarchistes, évidemment, vous avez, probablement que vous êtes familier avec des formules anarchistes. Vous connaissez les slogans 68 heures, soyez réalistes, exigez l'impossible. Mais les anarchistes, je trouve, ont eu le génie de la formule. Par exemple, le mariage, la prostitution à long terme, l'esclavage, c'est l'assassinat, la propriété, c'est le vol. Si Dieu existait, il faudrait s'en débarrasser. La liberté des autres étant la mienne à l'infini. Ça, c'est de Bakounine. C'est une phrase que j'ai découverte quand j'étais étudiant. On avait une grève liée à des mesures contre l'admission d'étudiants étrangers, début des années 70, et la grande bibliothèque de Louvain, c'était à Leuven, l'ancienne Louvain, était recouverte par cette banderole. Moi je ne savais pas qui était Bakounine, je savais pas ce que c'était que l'anarchisme, venait d'un milieu catholique où on pourrait résumer les choses en disant que tout ce qui n'était pas explicitement autorisé était interdit. Alors la banderole m'avait beaucoup impressionné, et je me rappelle toujours de ce slogan. Enfin, un autre, bon, travailleur du monde entier, reposez-vous, Chomsky est il y a encore plus peut-être le génie de la formule. Par exemple, la Bible est le livre le plus génocidaire de tous les temps. L'éducation, c'est l'imposition de l'ignorance. Si le principe de Nuremberg était appliqué, tous les présidents américains de l'après-guerre auraient été pendus. Si vous ne défendez pas la liberté d'expression, pour les gens que vous méprisez, vous ne la défendez pas du tout. Et Lénine et Trotsky sont les deux plus grands ennemis du socialisme. Donc, tout ça, ce sont des idées un peu provocatrices. Et je voudrais maintenant passer aux choses sérieuses et expliquer les idées de l'anarchisme, du moins tel que je le comprends, ce qui, comme j'ai dit, qui est influencé très fort par Russell et Chomsky, et qui n'est pas absolument une marque déposée. C'est pas la seule façon de faire. Il y a des anarchistes, il y a énormément d'anarchistes qui sont individualistes. Je n'en parlerai pas. Il y a des anarchistes qui sont ce que j'appellerais un anarchisme monacal, c'est-à-dire des gens qui se retirent dans les communautés coupées du monde. Et moi j'ai une certaine sympathie pour ce point de vue, mais je n'en parlerai pas. Je comprends que l'on prenne cette attitude, mais je voudrais revenir au principe de l'anarchisme social. Je voudrais aussi prendre un anarchisme qui se veut rationaliste et scientifique, on verra ça plus tard. Et je vais mettre de côté aussi ce qu'on appelle parfois les anarcho-capitalistes ou les libertariens, parce qu'il y a des gens qui mettent en avant le capitalisme le plus débridé, le plus radical comme étant l'incarnation de l'anarchisme. On pourrait évidemment, le mot, moi c'est comme marxiste, vous pouvez être marxiste et c'est pas parce que la Corée du Nord est marxiste que vous devez croire à l'existence des licornes. Donc, je veux dire, moi je ne veux pas m'attacher à un mot, mais je vais le donner dans l'interprétation que je connais et que je comprends. Et on parlera éventuellement d'autres façons de voir les choses. Bien. Alors, l'idée fondamentale de l'anarchisme, d'abord, premièrement, pour moi, l'anarchisme, c'est le socialisme. Mais le socialisme tel qu'il a été conçu au XIXe siècle. Et dans un premier temps, je pense qu'il y a des points très communs entre Marx et les anarchistes, même s'ils ne s'entendaient pas et ils se critiquaient, etc. Pour moi, le socialisme tel qu'il est développé au XIXe siècle, je le présente Chomsky le présente comme une réponse à ce qu'on pourrait appeler l'échec du libéralisme. Alors, ça paraît très étonnant parce que tous les libéraux vous disent que c'est le socialisme qui a échoué. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire, ce qu'elle était le projet libéral, au moins le projet des Lumières, dans une version. Il y a beaucoup de versions des Lumières. Mais si par exemple, je ne sais plus s'il le passe encore, mais si vous avez l'occasion, allez voir Royal Affair, si vous voulez voir un film sur ce qu'étaient réellement les Lumières, au-delà de toutes les déformations postmodernes et postcoloniales qu'on en fait, c'est voir ce que les gens faisaient quand ils se battaient à l'époque des Lumières, et des gens qui étaient d'une certaine façon libéraux. Les libéraux classiques
étaient des gens qui, évidemment, étaient pour le marché libre, mais il faut voir dans quelle société ils vivaient, où pour transporter des biens d'un endroit à l'autre, on devait payer des impôts un peu partout, comme dit une chanson de la Révolution française, des rois qui faisaient la guerre et entretenaient des catins. Et donc, c'était évidemment considéré, la liberté du commerce était une revendication émancipatrice, et en plus, c'était dans une société de petits producteurs indépendants, d'artisans, etc. Il n'y avait pas de multinationales, les grandes compagnies, etc. Et on peut très bien comprendre que les revendications de cette époque avaient comme vue l'émancipation de l'être humain face à l'Église et à l'État, la défense de la liberté d'expression et l'abolition des privilèges monarchiques et féodaux. Et je pense qu'en général, les marxistes et les anarchistes considéraient ça comme progressiste. Mais ce qui s'est passé avec le développement de la grande industrie et du colonialisme en partie, on reviendra à ça plus tard, c'est qu'il y a eu l'accumulation de biens entre les mains d'une classe, de la bourgeoisie, comme on l'aurait dit à l'époque, ou qu'on dira encore maintenant. Et à partir du moment où ces biens ont été concentrés, les promesses émancipatrices des Lumières, donc d'une certaine façon, sont arrivées dans une impasse. Parce que le pouvoir des gens qui possèdent les moyens de production, les grands moyens de production et d'échange, est énorme par rapport aux salariés. Et ce pouvoir, évidemment, comme ça a été le cas au XXe siècle, et je parle des partis, je ne parle pas du fascisme, je parle des pays démocratiques, comme ça a été le cas au XXe siècle, ce pouvoir concentré permet de subvertir même le processus démocratique, comme on le voit à peu près tout le temps, à travers le rôle de l'argent dans la politique. Aux États-Unis, les élections sont carrément achetées, ici c'est un peu plus compliqué, mais vous avez tous les think tanks, tous les moyens de pression, etc., plus les médias, qui sont en grande partie la propriété privée aussi, qui sont des grandes entreprises ou la propriété privée de grandes entreprises, et par conséquent, qui sont, comment dirais-je, qui biaisent, si vous voulez, le processus politique de façon extrême. Et donc, je pense que là, ça c'est pour moi c'est le point le plus fondamental de l'anarchisme, et dans ce sens-là, c'est pas nécessairement différent du marxisme, c'est, à ce niveau-là, c'est la socialisation des moyens de production et d'échange comme réponse au problème qui a été suscité par la concentration des moyens de production. À partir du moment où les moyens de production sont de fait socialisés, dans ce sens que ce n'est pas de petits producteurs indépendants, mais c'est des grandes entreprises qui ont besoin de routes pour acheminer les matériaux, qui ont besoin de matières premières, qui ont besoin de systèmes éducatifs, qui ont besoin jusqu'à un certain point de système de santé pour que leurs travailleurs soient en bonne santé. À partir du moment où la production est de facto socialisée, la question du contrôle privé, la contradiction, comme diraient les marxistes, je n'aime pas ce terme, mais entre le caractère social de la production et l'appropriation privée des moyens de production, est la question sociale fondamentale, et c'est la question qui a été posée par tout le monde, si vous voulez, au XIXe siècle. Enfin, pas tout le monde, chez les socialistes, évidemment, et les révolutionnaires. Bien. Et ça, je pense que cette question-là est importante, mais il faut comprendre aussi que dans cette époque, à cette époque-là, les gens, et de nouveau je pense que socialistes et marxistes n'est pas si différent là-dessus, voulaient dépasser le capitalisme tout en gardant les acquis des Lumières et les acquis de la Révolution française, etc. Ils ne seraient jamais venus à l'idée de créer des systèmes comme ont été créés au XXe siècle, par exemple l'Union soviétique, la Chine, etc. On viendra à ces systèmes dans un moment, mais certainement, si vous aviez endormi Marx, etc., même les socialistes les plus étatistes, à cette époque-là, vous avez réveillé plus tard, je ne sais pas, en 48 en Union soviétique, ils n'auraient pas dit que c'était des pays socialistes, ils n'auraient pas reconnu ça comme ce qu'ils entendaient par socialiste, parce que tous étaient des enfants de Lumière et tous acceptaient la liberté d'expression, la liberté individuelle, etc., au moins pour la majorité des gens, peut-être pas pour les exploiteurs, peut-être pas pour des exceptions, etc., mais pas au niveau de l'État, si vous voulez, totalitaire qui s'est réellement développé. Je pense que même les bolcheviks, si on avait endormi Lénine, Staline, et même Staline en 1917 et qu'on avait réveillé en 1948 en Union soviétique, ils n'auraient pas reconnu ce qu'ils voulaient faire, parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est l'histoire, c'est pas le projet imposé dans l'esprit des gens, mais l'histoire de la guerre civile, de la Deuxième Guerre mondiale, de la nécessité d'industrialiser, etc. On y reviendra. Mais en tout cas, la conception du socialisme qu'on a maintenant, évidemment, c'est toujours par rapport à l'État. D'accord ? C'est toujours l'idée d'un contrôle de l'État sur l'économie. Mais la conception du socialisme telle que moi je la comprends et telle que les anarchistes ou Chomsky et Russell la comprennent, c'est toujours le contrôle social sur la production. D'accord ?
Par exemple, on pourrait imaginer un monde, je ne dis pas que c'est souhaitable, je dis on pourrait imaginer un monde où les entreprises sont toutes entre les mains des travailleurs et sont toutes reliées entre elles par des pures relations de marché. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais dans ce sens-là, il n'y aurait plus la propriété privée des moyens de production. Mais non, je me dis. Mais c'est parce que tout le débat socialisme-capitalisme tourne toujours autour, dans notre mentalité à nous, encore maintenant, l'État, contrôle de l'État sur la production, ou concurrence, libre marché, etc. Je pense que ce n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale revient à la question de savoir quelle classe, ultimement, contrôle les moyens de production. Bien. Alors, évidemment, pour moi, ce qu'on appelle libéralisme aujourd'hui, enfin l'immense majorité, tout le monde, mais le libéralisme aujourd'hui a très peu à voir avec le libéralisme classique et est devenu en fait l'apologie d'une forme particulière de tyrannie, qui est la tyrannie, ou d'une forme particulière de nouvelle aristocratie, qui est la tyrannie des patrons. Et le pouvoir du grand capital, mais ce n'était pas le projet des Lumières et ce n'était pas le projet nécessairement de tous les libéraux classiques. Alors, les gens qui défendent le capitalisme et qui se disent libéraux, à mon avis, utilisent deux types d'arguments pour défendre. Oui, j'ai oublié d'expliquer ça maintenant. Je vais commencer par discuter l'anarchisme, comme je l'ai défini, par rapport au libéralisme, qui est simplement le socialisme en gardant les acquis des Lumières, et par rapport, alors d'abord, au libéralisme actuel. Donc pour moi, c'est la continuation du libéralisme classique, mais le libéralisme actuel est très différent. Puis je vais comparer avec le marxisme, enfin les marxismes, et puis je vais comparer avec les théories, j'appelle réactionnaires, c'est-à-dire les théories religieuses, féodales, etc., fascistes, si vous voulez, bon, si j'ai le temps. Et donc le libéralisme actuel, il se définit, il défend la propriété privée des moyens de production essentiellement avec deux arguments. L'un, sur la ligne, on va dire, des droits de l'homme, le droit à la propriété, et l'autre, c'est la question de l'efficacité. Alors, la ligne des droits de l'homme consiste essentiellement à dire, voilà, j'ai quand même le droit de posséder mes livres, j'ai le droit d'avoir ce que j'ai dans mon assiette, etc. Et par extension, j'ai le droit de posséder ce que possède, je ne sais pas, ArcelorMittal ou je ne sais pas quoi. Mais ça, évidemment, je pense, et ça, c'est, par exemple, aux États-Unis, ils ont été très loin. Ils ont décidé que les contributions des campagnes électorales, aux campagnes électorales de la part des grandes entreprises, sont couvertes par la liberté d'expression. Si vous aviez dit ça à un défenseur classique de la liberté d'expression au XIXe siècle, à Voltaire ou à Mill, au XVIIIe, il aurait été horrifié. Parce que, évidemment, ces entreprises supra-individuelles, leur possibilité d'affecter les campagnes électorales n'a rien à voir avec la liberté d'expression. La liberté d'expression, ni même les campagnes publicitaires, ni même le contrôle sur les grands médias. La liberté d'expression, c'est ma liberté à moi de dire ce que j'ai envie de vous dire, même si ce que je vous dis vous choque, même si vous trouvez ça horrible, etc. C'est la liberté de l'individu de dire ce qu'il pense. Ça, c'est la liberté d'expression. C'est pas la liberté de contrôler les médias, etc., ni de pouvoir acheter les campagnes électorales. C'est d'ailleurs un truc que Chomsky fait toujours remarquer, c'est que on a créé des entités supra-individuelles et on leur a donné les attributs des personnes, en particulier les multinationales, les grandes compagnies, etc. Ce qui est une violation totale de l'idée du libéralisme classique. Donc ils défendent ça au niveau des droits de l'homme, mais je pense que c'est une perversion totale d'attribuer à ces entreprises ou à leurs propriétaires, c'est donner à leurs propriétaires, aux propriétaires des moyens de production, des moyens d'expression multipliés par 10, par 100, par 1000, par des millions par rapport aux individus, et ça n'a rien à voir avec la conception classique des droits de l'homme. Ça c'est une première réponse qu'on peut donner, on peut en rediscuter après, mais je vais essayer d'être, comme je dois couvrir beaucoup de terrain, je vais essayer d'aller relativement vite. Et l'autre réponse, c'est l'efficacité. Alors, vous avez sûrement entendu, le capitalisme, c'est un système qui marche, tous les autres qu'on a essayé ont échoué, etc., etc. Mais ça, je pense que d'abord, il y a une question fondamentale qu'il faut poser, c'est efficacité par rapport à quoi? D'accord? Que l'efficacité, que si le but évidemment, si le but, c'est de produire un maximum de choses, on peut comprendre, et je pense qu'à des niveaux très bas de développement économique, le fait que vous ayez une masse de gens taillables et corvéables à merci, et des gens qui concentrent les richesses, qui sont fanatiquement dévoués à la recherche de leur profit,
et qui font travailler les autres qui n'ont pas d'autre choix, forcément, c'est une forme de production qui va produire des richesses, et historiquement, on l'a vu, on le voit en Chine aujourd'hui, on l'a vu dans nos pays au 19e siècle, etc. Il y a une production de richesses qui se fait de cette façon-là. Mais la question qui se pose, il y a une double question qui se pose. L'une, c'est, est-il vraiment certain qu'il n'y a pas d'autre façon de faire? Et l'autre, je viendrai à cet exemple de l'Union soviétique qui est, soi-disant, la preuve qu'il n'y a pas d'autre système, mais plus tard, mais c'est une première question. Et l'autre question, c'est, une fois qu'on est sorti, si vous voulez, de la misère généralisée qui était celle de tout le monde, si vous voulez, avant l'industrialisation, est-ce que c'est encore le but de la société? Est-ce que le but de la production n'est pas de satisfaire les besoins humains, ou les besoins humains sont autres que simplement l'accumulation de richesses? Ça, c'est la question fondamentale qu'on peut poser. Donc la question de l'efficacité, je ne l'accepte pas parce que je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de discussion sur par rapport à quoi est cette efficacité. Qu'est-ce qui définit l'efficacité? Est-ce que vraiment, à l'infini, si vous voulez, c'est l'accumulation de biens matériels comme disait Marx, le capital commence comme ça, la société contemporaine se présente comme une immense accumulation de marchandises. Est-ce que c'est l'accumulation de marchandises qui est vraiment le but de la production, ou bien peut-on imaginer d'autres buts? Et donc, pour moi, aucune de ces arguments ne répond au fait que si les êtres humains cherchent à contrôler leur propre existence, et si l'aspiration des Lumières était de permettre aux gens, à travers la liberté d'expression, à travers la représentativité des gouvernements, etc., à contrôler leur propre existence, éventuellement à travers la petite propriété privée, des petits moyens de production, de contrôler leur propre existence, la concentration des moyens de production entre les mains de quelques-uns est une négation de cette possibilité de contrôler leur existence, et il n'y a pas de raison de ne pas s'y attaquer. Je signale au passage que dans cette conception du socialisme, le socialisme est une version émancipatrice de l'être humain. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de façon essentielle de crise du capitalisme. C'est pas nécessairement... Évidemment, on va passer à la question de la transition, comment on peut changer les choses, ça c'est autre chose. Mais a priori, le concept n'a rien à voir, c'est pas une réponse à la crise du capitalisme. C'est pas une réponse à la destruction réelle et supposée de la nature. Et ce n'est pas en principe non plus quelque chose qui disparaît avec l'embourgeoisement réel ou supposé de la classe ouvrière, parce que l'aspiration, on peut très bien dire qu'au contraire, l'aspiration à l'émancipation se fait sentir plus fortement chez les gens qui ont satisfait leurs besoins, comme dit Chomsky, animaux, c'est-à-dire les questions de survie, et qui aspirent à la satisfaction de leurs besoins proprement humains, de contrôle sur leur existence et de créativité. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que le libéralisme contemporain est simplement, en fait, pas très différent de l'apologie du pouvoir qui était faite sous l'Ancien Régime par les prêtres, par les idéologues de l'époque, etc. C'est simplement ça devient une apologie du pouvoir plutôt qu'un prolongement du libéralisme classique. Alors, l'autre question qui est, j'espère, donc ça va, ça c'est le premier point. L'autre question, c'est le rapport avec le marxisme. Alors, le marxisme, c'est aussi difficile à comment dirais-je, à définir, et même si je ne suis pas un spécialiste de Marx, et que j'ai certainement des problèmes avec Marx, je ne vais pas le définir, le marxisme, par rapport à Marx. Parce que, si vous regardez l'histoire des mouvements socialistes, vous voyez que, en fait, on reviendra à cette question plus tard, mais l'anarchisme, comme le marxisme, dans les mouvements socialistes, se sont affaiblis avant la guerre de 14. Et probablement qu'ils se seraient affaiblis sans la guerre de 14, et la guerre de 14 a marqué le début de la fin du marxisme dans le mouvement socialiste, et du marxisme, je veux dire, du 19e siècle dans le mouvement socialiste, et le début de la fin de l'anarchisme qui a survécu en Espagne et puis qui a disparu avec la guerre civile en Espagne et la victoire des franquistes, et qui après n'a plus existé réellement comme mouvement de masse, sauf peut-être dans l'époque récente, mais l'anarchisme n'a plus, comme ils existaient dans des syndicats, il y avait des syndicats anarcho-syndicalistes, etc., il a pratiquement disparu à ce moment-là. Mais ce qui est devenu le marxisme, en tout cas dans nos pays, par exemple en Belgique, en France, etc., c'est le marxisme soviétique. D'accord? Et donc, la vulgate marxiste, le marxisme tel qu'il a été ce que les gens ont considéré comme étant marxiste,
c'est la pensée telle qu'elle a été interprétée par les soviétiques et leurs disciples en Occident, disons les communistes. Parce que les sociodémocrates sont devenus de moins en moins marxistes et les anarchistes, comme je dis, ils ont plus ou moins disparu. Et donc, quand je parle du marxisme, je suis obligé de parler du marxisme tel que je l'ai toujours rencontré, vécu, discuté, etc., qui, à mon avis, est probablement assez différent de la pensée de Marx. Mais bon, je vais prendre deux questions qui, je suis sûr, vont faire débat, mais bon, encore mieux. Je vais prendre deux questions sur le conflit, si vous voulez, entre, en tout cas, une certaine tendance dans l'anarchisme qui est commune à Kropotkin, à Russell et à Chomsky, et le marxisme. Je ne dis pas que tous les anarchistes, de nouveau, comme je dis, ce n'est pas une marque déposée, je prends un certain point de vue. Le premier, c'est la question de la science et de la scientificité. Le marxisme, très souvent, se présente comme scientifique, ou il s'est présenté comme scientifique, comme une science de l'histoire, comme une science de la société, comme une science de l'économie. Ça, c'est quelque chose vis-à-vis desquels nous, je veux dire nous, pour m'inclure dans les autres, sommes extrêmement sceptiques. Et nous, c'est assez typique d'une démarche naturaliste. C'est-à-dire, Kropotkin était géographe. À l'époque, c'était une science, c'est toujours une science naturelle, mais il faisait de la reconnaissance de terrain, si on veut, en Sibérie. Et donc, il était géographe. Russell était logicien et mathématicien, mais il était très formé aux sciences naturelles. Et Chomsky est linguiste, mais voit la linguistique comme un chapitre de la biologie. Donc, ils ont un point de vue très naturaliste. Et peut-être c'est à cause du fait que je suis physicien, bon, que je suis très sceptique vis-à-vis de ce qu'on appelle les sciences humaines en général, et la scientificité des sciences humaines en général, pas seulement le marxisme, mais aussi l'économie politique, etc., etc. Je vais essayer d'expliquer, bon, d'abord, évidemment, pour reprendre une formule polémique, parce que Chomsky en a le génie, pendant la guerre du Vietnam, il y avait une conférence qui était faite entre des représentants des sciences sociales et des grandes religions, pour essayer de déterminer une politique plus humaine par rapport au Vietnam. À ce moment-là, évidemment, Chomsky avait déjà pris la position que la seule chose à faire, c'était d'arrêter, de reconnaître la souveraineté du Vietnam et d'arrêter la guerre. Mais ce genre de truc bien pensant, comme on en a beaucoup de nos jours, était une façon, évidemment, de noyer le poisson. Alors il a dit, la seule question qui mérite d'être discutée, c'est de savoir s'il est plus ridicule de demander aux représentants des grandes religions de nous donner des conseils moraux, ou de demander aux représentants de la science, des relations internationales, de nous donner des principes bien établis. Si, dit-il, il y a des principes, une théorie bien testée empiriquement, qui s'applique à la conduite des affaires humaines, ou à celle des relations internationales, alors c'est un secret bien gardé. Et pourquoi c'est un secret? Pourquoi est-il si sceptique vis-à-vis de ces sciences? Mais souvent, des gens comme moi sont accusés de vouloir, de croire que la physique, ou peut-être la biologie, va tout résoudre, va tout expliquer. D'accord, qu'il n'y a que ça qu'il faudrait d'une certaine façon résoudre les équations de la physique pour comprendre le comportement humain. Il n'y a rien de pareil dans notre point de vue. Notre point de vue, c'est simplement que les sociétés, l'être humain, sont des choses extraordinairement compliquées. D'accord? Et comme ce sont des choses extraordinairement compliquées, ce n'est pas une insulte aux spécialistes des sciences humaines de dire que comme c'est compliqué, ce sont des choses que les êtres humains, en tout cas au stade de développement où on est aujourd'hui, ne comprennent simplement pas. Et la preuve que nous ne les comprenons pas, c'est un, que contrairement aux sciences naturelles, nous n'arrivons pas à prédire grand-chose, et deux, que nous n'arrivons pas de technologie pour faire, par exemple, pour élever des enfants, pour soigner toute une série de problèmes psychologiques, pour résoudre les problèmes sociaux, etc. Les gens viennent tout le temps avec des théories disant qu'ils ont ceci et ça, et pour la relation internationale, etc. Mais en fait, quand on les applique, on voit que ça n'est pas efficace. Et on a toutes les raisons d'en douter, et ça ne s'applique pas uniquement au marxisme, c'est tout à fait général, et c'est beaucoup pire en fait dans les techniques de management, le behaviorisme, etc. Il y a des milliers de théories si vous voulez. Le marxisme est toujours très critique vis-à-vis de cette théorie bourgeoise, mais il a sa propre théorie, et je pense qu'il est beaucoup trop optimiste sur la possibilité de comprendre l'être humain. De nouveau, Chomsky dit, bon, ça je ne suis pas tout à fait sûr qu'il a raison, mais il dit, on ne sait pas expliquer pourquoi l'eau, dans quel sens l'eau s'écoule d'un évier, quand elle s'écoule d'un évier. Il dit aussi qu'on ne sait pas dire pourquoi un cancre là tourne à gauche ou à droite, alors expliquer le comportement humain, il faut toujours essayer. Bon,
il y a peut-être quelqu'un qui me corrigera, mais vous voyez la météo. La météo. Quoi? Ça dépend de l'hémisphère. Oui, je ne suis pas convaincu. Bon, on ne va pas discuter de ça, mais. Bref, non. Bref, on va pas se lancer là-dedans, mais un autre exemple, c'est simplement la météo. Je veux dire, la météo est basée sur des principes physiques extrêmement bien établis, extrêmement. On a les équations, on a toutes sortes de trucs ici, mais il y a tellement de variables que on peut pas, et tellement une sensibilité aux conditions initiales qu'on ne peut pas prédire. Mais alors, comment allez-vous prédire des choses? Quand vous étudiez les guerres, mai 68, la Commune de Paris, la chute de l'Union soviétique, la crise économique récente, etc., a posteriori, vous avez toujours des explications. Mais comment se fait-il que ces explications sont scientifiques, elles ne prédisent jamais rien? Et personne n'a prédit ça. Évidemment, il y a des gens qui vous disent qu'ils ont prédit, parce qu'il y a des gens qui ont prédit que l'URSS allait s'effondrer depuis la révolution d'octobre. Alors quand elle s'est effondrée, on dit, oh là, on l'a prédit. Mais ça, c'est pas des prédictions au sens des sciences naturelles. Il y a aussi une plaisanterie aux États-Unis qui dit que des économistes de gauche ont prédit avec succès 10 parmi les 2 dernières crises du capitalisme américain. Parce que, évidemment, si vous croyez qu'il y a tout le temps des crises, quand il y en a une, vous l'avez prédit, évidemment. Mais chaque fois qu'il n'y en a pas, vos prédictions ne sont pas correctes. Donc, il y a des problèmes comme ça. Et donc, c'est assez intéressant, mais donc, évidemment, on viendra à la question du scientisme, parce que les gens comme nous sont souvent critiqués comme scientistes, mais je pense que c'est pas nous qui sommes scientistes, ce sont les autres. Bon. Parce que le point de vue, par exemple, Russell insiste là-dessus, c'est la modestie par rapport à la connaissance. C'est pas que la connaissance scientifique des sciences naturelles va tout résoudre ou est supérieure aux autres, etc. C'est que l'être humain, dans un monde d'ignorance, dans lequel, évidemment, il arrive à résoudre quelques problèmes, dont un certain nombre de problèmes en physique, en chimie, en biologie, mais pas beaucoup de choses, et un peu en psychologie, mais pas beaucoup de choses au-delà, alors qu'il y a des assertions, des tonnes de livres de sociologie, de psychologie, de psychanalyse surtout, de toutes sortes de choses comme ça, qui affirment toutes sortes de choses, mais on se dit, mais où sont les preuves? Où sont les preuves en fait, y compris l'économie? Moi j'étais à un débat il y a quelques semaines à la chaire Hoover à Louvain-la-Neuve sur faut-il enseigner l'économie autrement? J'avais tout un débat, j'ai levé ma main et j'ai dit, mais la première question c'est est-ce que ce que vous enseignez est scientifique? Apparemment, ils sont encore très mécontents. Mais, et donc, ça, évidemment, les marxistes sont d'accord avec moi pour ce qui est de l'économie néoclassique, etc. Mais ils ne sont pas nécessairement d'accord quand il s'agit de l'économie marxiste. Et Kropotkin, par exemple, un des livres que j'aime le mieux de Kropotkin, c'est La science moderne et l'anarchie, que je crois qu'on ne l'a pas réédité, je l'ai en photocopie, c'est d'ailleurs assez amusant parce que je l'ai pris à la bibliothèque de philo chez nous et c'est une photocopie qui vient d'un truc qui est le centre d'études des frères mineurs de la province de Liège. Donc au moins vous voyez qu'eux ils étudient les anarchistes et ils essayent de savoir qui est leur ennemi. Mais enfin bref, toujours est-il que ça c'est un livre qui est très décapant parce que il est très positiviste dans ce livre et il attaque justement tout ce qui est, il attaque la dialectique par exemple, il se moque de ça complètement et les théories économiques de tout le monde. Parce que souvent on a alors cette idée que quand il s'agit de l'être humain, on doit utiliser une autre méthode que les méthodes des sciences naturelles. Ça, c'est un discours tout à fait courant. Alors, ça peut être la dialectique, ça c'est chez les marxistes, ça peut être l'herméneutique, ça c'est un peu plus sophistiqué et puis un peu plus contemporain. Comme dit Chomsky, on change de méthode quand on étudie l'homme au-dessus du cou. Parce que finalement, ce qu'on appelle la sociologie, la psychologie, etc., c'est jamais que des productions du cerveau humain, et donc c'est l'homme au-dessus du cou. Mais il ne faut pas utiliser une méthode pour étudier les planètes, les pierres, les animaux, le corps humain, etc., et puis une autre méthode pour étudier l'homme au-dessus du cou, c'est-à-dire le cerveau et la production du cerveau qui est la pensée. Donc, ça c'est un premier sujet, si vous voulez, de discussion, c'est que, évidemment, nous, je vais dire nous de nouveau, sommes très sceptiques par rapport aux assertions de la compréhension scientifique de l'histoire de la société humaine, etc. Mais alors il y a une autre question, et qui fait que, j'aurais dû dire ça au début, mais je trouve que les livres anarchistes que je mentionnais en tout cas, sont très agréables à lire, très intéressants à lire, et ils sont très très différents de la plupart des trucs que vous lisez, si vous lisez les textes marxistes évidemment, mais aussi une grande partie des trucs de gauche qui sont souvent influencés par le marxisme. Parce que les anarchistes posent, comme je l'ai dit déjà, quand on pose la question de l'efficacité, ils disent l'efficacité par rapport à quoi? Par rapport à quelle valeur? Et d'une certaine façon, dans l'anarchisme, vous avez une dimension morale qui est souvent considérée alors par les marxistes comme idéaliste, comme petite bourgeoise peut-être, etc., mais qui à mon avis est essentielle. Et la question qui est posée, par exemple, et ça c'est probablement le plus par Chomsky, mais aussi par Russell, c'est la question de la nature humaine. Et là, je suis sûr que là on va réellement se disputer, parce que
c'est la question centrale. Si vous voulez construire une société alternative, d'accord? Vous voulez construire une société alternative pour des êtres humains, pas pour des chats, pas pour des abeilles, pas pour des insectes, etc. Vous voulez le faire pour des êtres humains. Si vous voulez satisfaire les besoins humains, vous devez savoir ce qui est intrinsèque à l'être humain, ce que l'être humain aspire en profondeur. Comme dit souvent Chomsky, vous ne pouvez pas formuler le concept d'aliénation qu'on trouve chez Marx si vous n'avez pas de concept de nature humaine. Parce que l'aliénation, traditionnellement, c'est l'aliénation par rapport à la véritable nature humaine. C'est-à-dire, on dit, voilà, vous êtes aliéné, vous avez des besoins, mais ce n'est pas votre véritable satisfaction. Si vous sortiez du cadre aliéné dans lequel vous êtes, par exemple, la représentation de la religion, par exemple, alors vous en sortez, vous pouvez arriver à une véritable satisfaction vers laquelle vous tendez, mais qui vous est cachée. Pour pouvoir dire cela, évidemment, il faut avoir une certaine conception de la nature humaine, et je pense que les théories politiques, quand on les prend au sérieux, en fait, dépendent d'hypothèses sur la nature humaine. D'hypothèses qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, parce que notre connaissance scientifique de la nature humaine est beaucoup trop faible. Marx dit dans une lettre à Kugelmann, il dit ma méthode analytique ne part pas de l'homme, mais de la période historique socialement donnée. Et c'est assez typique des raisonnements marxistes de dire on ne va pas se préoccuper de cette question, c'est pas important, ce qui est important c'est l'étude de l'histoire, de la société, etc., que soi-disant on va étudier scientifiquement. Gramsci, par exemple, va beaucoup plus loin. Gramsci dit que l'apport essentiel du marxisme est d'avoir montré qu'il n'existe pas de nature humaine fixe, mais que la nature humaine, c'est la totalité des rapports sociaux. Donc, là, vous trouvez les idées, que vous trouvez là encore plus chez Foucault, que vous trouvez dans le postmodernisme, etc., qui est que l'être humain est entièrement, en ce qui concerne évidemment au-dessus du coup, entièrement socialement construit. C'est-à-dire, c'est la société, c'est la culture dans laquelle vous grandissez qui imprime en vous, comment dirais-je, les valeurs, les codes, je sais pas, votre façon de vous comporter, etc. Et ça, évidemment, ça c'est probablement là, je trouve l'apport le plus important de Chomsky en sciences humaines, et là, c'est pas seulement une question politique, c'est que Chomsky a fait valoir de façon, à mon avis, convaincante et répétée, constante, etc., l'argument de ce qu'on appelle la pauvreté du stimulus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous grandissez comme enfant dans une société, par exemple, prenons le langage, on dit l'enfant apprend son langage. Mais comment est-ce qu'il apprend son langage? On ne lui apprend jamais rien. Il y a des sociétés où on ne parle pas aux enfants avant qu'ils ne parlent, ce qui est très raisonnable, puisqu'ils ne parlent pas, ils ne comprennent pas. On ne dit pas, hé, mémé, elle a donné la sous-soupe et tout ça. Non, non. Donc, on ne parle pas. Et donc, les enfants absorbent. Ils entendent le langage et ils absorbent le langage à partir de ce qu'ils entendent. Mais aller vivre en Finlande, au Japon, dans un pays arabe, etc., et essayer d'apprendre la langue simplement dans une immersion, en écoutant les gens sans jamais faire d'effort. Vous n'y arriverez pas. Comment est-ce qu'un enfant y arrive entre 0 et 3 ans, quand on lui explique rien? On lui donne, on le corrige, ça c'est vrai, de temps en temps. Mais les règles qu'il invente, les phrases qu'il arrive à formuler, il arrive à faire des jugements grammaticaux hautement complexes sur des questions il prononce des phrases qu'on ne lui a jamais enseignées, il transforme des affirmatives en interrogatives et des choses comme ça, sans qu'on ne lui ait jamais expliqué comment faire, dans sa langue. Et donc, c'est impossible d'une certaine façon qu'il arrive à faire cela, s'il n'est pas programmé et ultimement génétiquement programmé à faire cela. C'est-à-dire s'il n'a pas dans le petit ordinateur portable qu'il a derrière les yeux entre les oreilles, déjà une structure forcément innée qui lui permet d'extraire de la culture dans laquelle il est, de l'environnement dans lequel il est, l'information nécessaire pour construire les représentations mentales qu'il se fait. Mais pour les extraire, il est obligé d'avoir déjà quelque chose en lui. Et ça, c'était toute la vie de Chomsky, d'essayer de trouver ces structures. Moi, je ne veux pas rentrer, savoir si ça a réussi ou pas, ça a peut-être échoué, c'est pas ça la question. L'important, c'est la question qu'il pose. Parce que la même question se pose pour ce qu'on appelle la culture et pour ce qu'on appelle les valeurs morales. C'est une discussion intéressante qu'on a eue, j'espère qu'on va pouvoir la voir sur le net un de ces jours, quand il est venu à Bruxelles l'année passée, en 2011, il a fait une conférence au Théâtre National et Normand Baillargeon, donc l'auteur de L'Ornement et le pouvoir, et moi-même lui avons posé des questions, et entre autres on lui a posé des questions justement là-dessus, comment dirais-je, auquel il a répondu justement sur ces questions-là. Et donc, évidemment, la position en particulier de Chomsky, c'est évidemment un grand scepticisme sur ce qu'est la nature humaine, sur ce qu'elle est, mais une certitude qu'elle existe et d'une certaine façon, c'est des hypothèses que vous faites à ce sujet qui vont déterminer
votre façon de voir les choses. C'est intéressant que quand il avait donc il a eu un débat à la TV hollandaise qui a été publié en français, en anglais, etc., avec Michel Foucault. Et à l'époque où il a le débat avec Foucault, ça c'est intéressant parce que Foucault à ce moment-là, je pense, est assez représentatif d'une certaine tendance entre guillemets marxiste, qui à mon avis est très injuste pour Marx, qui est plutôt nietzschéenne et qu'il était plutôt maoïste à ce moment-là, mais enfin, mettons ça de côté. À un moment donné, il dit à Chomsky, la classe ouvrière veut prendre le pouvoir, non pas parce que c'est juste, mais parce qu'elle veut prendre le pouvoir. Et Chomsky lui dit, si d'une certaine façon, cette prise de pouvoir ne rencontre pas une certaine notion de justice, ultimement fondée dans les propriétés humaines fondamentales, alors je pense qu'il faut s'y opposer. Et ça, c'était une opposition très grande entre, si vous voulez, un point de vue totalement historiciste, c'est-à-dire, voilà, relativiste, disant, voilà, il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir, et puis je sais pour eux, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison, ou bien la question de savoir si, ultimement, vous essayez de donner des raisons à votre action, à la société que vous voulez construire, et que, ultimement, vous essayez de les fonder dans certaines idées que vous avez sur ce qu'est l'être humain et ce qui est bon pour lui. Alors, donc ça, c'est les... J'en suis... Alors je voudrais aussi faire la remarque, oui c'est ça, la remarque sur le scientisme. Parce que qui est scientiste? Moi je pense que les anarchistes qui posent des questions morales, là où il faut poser des questions morales, et qui ne prétendent pas donner des réponses scientifiques, pseudo-scientifiques à des questions morales, sont beaucoup moins scientistes que les gens qui disent qu'en fait, je pense que c'est un scientisme de toujours éliminer les questions morales. Et souvent quand j'ai des discussions sur le racisme, sur toutes sortes de choses, je me rends compte que moi, je réponds toujours, la question est morale. D'accord? Il faut poser la question morale. Il ne faut pas répondre à des arguments soi-disant scientifiques que ceci, on a démontré que tous les produits de la culture, etc. On n'en sait rien. D'accord? Mais il y a une question morale. Est-ce que, par exemple, le racisme est justifiable dans ses effets par rapport aux êtres humains qui en sont victimes, etc. Ça, c'est la question fondamentale. Ce n'est pas la question qu'on a montré que toutes les cultures étaient les mêmes, ou etc. Ça, c'est des questions factuellement compliquées. Et je pense que la tendance à répondre à des questions de faits qui ne sont pas réellement connues pour éviter de poser des questions morales est vraiment ce qu'il y a de mauvais, ce qu'on pourrait appeler de mauvais dans le scientisme. Le bon scientisme étant simplement la modestie par rapport au savoir humain et de dire qu'effectivement, si vous prétendez savoir quelque chose, vous devez en donner des preuves. Bien. Alors, maintenant, je voudrais venir au troisième point, qui est la question de ce que j'appelle les théories réactionnaires. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, comme je l'ai dit, que l'anarchisme puise ses racines dans les Lumières. Et les Lumières, évidemment, c'est un projet émancipateur de l'être humain par rapport au pouvoir arbitraire de la religion, de la féodalité, de la monarchie. Et comme je dis, c'est naturel de continuer ce combat contre le pouvoir des capitalistes. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette... Il y a eu depuis les Lumières des tendances anti-Lumière, c'est-à-dire des gens qui pensent que ce projet d'émancipation mène au goulag, il mène à Hitler, il mène à des catastrophes, et qu'en fait, si l'être humain veut s'émanciper, ou au consumérisme, ou à différentes formes, la meilleure façon pour les êtres humains de vivre, c'est en fait de vivre dans des communautés fondées sur des principes religieux, ou sur un chef, ou sur une autorité, etc., qui n'est pas lié au libre au choix, disons, libre de l'individu, que le rêve de l'autonomie individuelle est en fait un mythe et mène à des conclusions pires que ce qui se passe, que ce qui se passerait si on était resté dans une société plus traditionnelle ou avec des valeurs traditionnelles. Et je pense que ce genre de sentiment est extrêmement répandu aujourd'hui. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi on a ce sentiment de réaction, si vous voulez, par rapport aux Lumières. Je peux vous citer quelqu'un, c'est un truc que quelqu'un a mis sur Facebook, mais je trouvais ça assez intéressant. Il dit, comment expliquer que venant de la gauche radicale, je sois plus en sympathie avec des monarchistes, des catholiques intègres, des musulmans, des nationalistes et des autonomistes, qu'avec des communistes et des socialistes. Et je crains que, bon, c'est un truc que j'ai pris comme ça au hasard, mais je pense que ce sentiment, malheureusement, se répand assez fort, et je vois là un très grand danger. Parce que il y a d'une certaine façon dans la gauche institutionnelle une telle hypocrisie et une telle absence de programme et une telle absence de contestation de l'ordre établi
que beaucoup de gens se détournent d'elle, et alors, quand ils sont révoltés, tournent leur révolte contre la modernité, contre les Lumières, etc. Et en fait, fantasme, pour le moment c'est un fantasme, d'un retour à un âge d'or qui pourrait être évidemment dépendant des gens, l'islam, la religion catholique, un système de type fasciste, etc. etc. Et ça c'est quelque chose de très problématique. Mais je vais expliquer comment moi je vois comment on est arrivé là. Alors pour ça, je vais devoir faire un flash sur l'histoire du XXe siècle, tel que je vais la présenter. Alors on va arriver à la Révolution d'octobre et à l'histoire de l'Union soviétique. Donc, pendant tout le XIXe siècle, quand vous lisez la littérature, à la fois des anarchistes et des marxistes aussi, enfin, peut-être pas vers la fin, mais en tout cas au début, les gens pensent toujours en termes de révolution, la révolution prolétarienne, la révolution socialiste, par analogie évidemment à ce qu'ils appelaient la Grande Révolution, c'est-à-dire la Révolution française. Donc la Révolution française est interprétée comme la prise du pouvoir par la bourgeoisie, qui est vue comme un progrès justement par rapport au pouvoir de la monarchie, de la féodalité, de l'Église, etc., mais qu'il faut dépasser, il y aura une nouvelle révolution. Or, cette nouvelle révolution, elle n'a pas lieu. Arrive la guerre de 14, la trahison des sociodémocrates, si vous voulez, des socialistes, dans le sens que chacun socialiste se rallie au drapeau, à la patrie, à la cause sacrée, etc., dans tous les pays belligérants. Et bon, c'est la fin de l'internationalisme et de tout ce que vous voulez. Sauf évidemment dans un petit groupe en Russie qui probablement n'aurait jamais été connu s'il n'y avait pas eu la guerre. Lénine même, donc les bolcheviks, Lénine même disait avant 1914, en 1914, les empereurs d'Allemagne, d'Autriche et de Russie ne feront jamais aux socialistes le cadeau de la guerre. Et c'est exactement ce cadeau, si on peut dire, qu'ils ont fait, mais évidemment pas volontairement et sans en prévoir les conséquences. Et bon, par un concours de circonstances qui est lié au génie politique de Lénine, et à la Révolution d'octobre, ils prennent le pouvoir, etc. À ce moment-là, l'enthousiasme est très général. Les anarchistes espagnols, par exemple, ont rejoint en premier temps l'international, enfin, je ne sais pas si c'était déjà l'internationale communiste, mais ils se sont rapprochés de la révolution bolchevique et ils ont même dit ils se donnent à elle comme une belle se donne à l'homme qu'elle aime. Donc c'est très romantique, mais peut-être un peu espagnol, mais enfin, c'était une formule dont ils sont très vite revenus. Je crois qu'ils étaient seulement paxés, ils ont rompu le pax, mais il y avait un enthousiasme général. Et Russell, par exemple, quand vous lisez un livre que je trouve absolument extraordinaire et qui par conséquent est pratiquement introuvable, La théorie et la pratique du bolchevisme, c'est un livre qu'il a écrit en 1920. Il a été avec une délégation du Parti travailliste britannique en Russie, et lui qui venait de l'aristocratie britannique était complètement, il avait perdu tous ses amis, il avait perdu son poste à l'université, il a été en prison pendant 6 mois, etc., pour son opposition à la guerre de 14, et il était totalement marginalisé dans la droite à cause de son opposition à la guerre, constamment, et qui était la plus radicale de toutes pendant la guerre de 14. Et sa dénonciation de la propagande de guerre, etc., etc. Et alors, il va en Union soviétique, et là, il se rend compte de la nature du régime, de la nature réelle du régime, et de façon nuancée. C'est assez intéressant, c'est pas les trucs de BHL, etc. C'est des trucs, en fait, assez intéressants et nuancés. Mais il se décide à le publier, et évidemment là il perd tous ses amis à gauche, plus ou moins. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, presque tout le monde c'était avant Staline, c'était avant Victor Serge, c'était avant tous les trucs qui ont, évidemment avant Solzhenitsyn et toutes les plaisanteries des années 70. Mais tout l'antitotalitarisme bidon parce que l'analyse est assez nuancée. Il explique évidemment que ce qui se met en place est évidemment une dictature. Et ça, on ne peut pas nier que c'était une dictature. On peut contester, on peut dire qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Que si ça n'avait pas été une dictature, ça aurait simplement été écrasé, comme l'a été la Commune de Paris, comme l'a été Allende, comme l'a été Arbenz, comme l'a été Mossadegh, comme l'ont été des tas de gens. Ça, on peut dire, et moi j'ai tendance à le croire. Je ne me suis pas, mais moi j'ai tendance à le croire, c'est pas ça la question. Mais la nature du régime qui était en place était évidemment dictatoriale. Par exemple, il donne un exemple.
où on parle du concept de dictature du prolétariat, mais il donne un exemple d'une élection dans une usine où il n'y a que les ouvriers qui votent, donc ce n'est pas la bourgeoisie qui vote, et les mencheviks, donc les opposants des bolcheviks, gagnent, et évidemment on annule les élections. Donc, si vous voulez, on ne peut pas dire que c'était une dictature du prolétariat au sens où les anarchistes l'auraient entendu, c'est-à-dire éventuellement qu'on restreint le droit de vote pour les exploiteurs, les féodaux, etc., etc. Et ça, il le voit très vite. Mais alors, ce qu'il dit aussi, et ça c'est intéressant, c'est que ce sont les héritiers, comme il dit de Pierre le Grand, que les bolcheviks sont des modernisateurs à outrance. Ils vont industrialiser la Russie, ils vont industrialiser, ce sont des gens qui veulent en fait faire sortir ce pays très arriéré, très sous-développé, du sous-développement. Et ça, je pense que c'est la réalité fondamentale de la révolution russe, c'est que ça a été une modernisation accélérée, et encore plus sous Staline. Et non seulement cette modernisation a réussi, il y a eu la révolution culturelle, c'est-à-dire l'éducation de masse, il y a eu l'industrialisation, et cette industrialisation a été la base de la victoire dans la guerre. Donc, la victoire dans la guerre, les gens n'aiment pas que je dise ça parce que ça ne leur fait pas plaisir, mais la réalité, c'est que la guerre a été gagnée par l'Union soviétique, par l'armée rouge, qui était commandée par le maréchal Staline. Vous l'aimez ou pas? Quoi? 40-45. Ouais. Donc, cette guerre-là a été... C'est un fait historique. De Gaulle l'a dit, Churchill l'a dit, personne ne le contestait à la fin de la guerre. Maintenant, c'est oublié. Et donc, si vous voulez, évidemment, cette lignée, ces événements-là ont inévitablement marqué les gens. Et surtout les gens qui vivaient ici pendant la guerre. Moi, j'ai connu des gens qui étaient dans des caves, et une femme d'origine juive qui est dans une cave, elle marquait l'avancée des troupes soviétiques. Vous devez comprendre qu'elle elle attendait les troupes soviétiques à Berlin pour survivre. Donc, évidemment, ces gens-là, forcément, avaient un certain attachement à l'Union soviétique. Et le problème, pour moi, c'est que essentiellement, on a confondu le socialisme et l'Union soviétique. Et comme dit Chomsky, on souffre encore de cela. Comme il dit, il y a les deux grands systèmes de propagande de l'époque, le système faible et maladroit de l'Union soviétique, et le système fort et adroit de la propagande occidentale, et sont en désaccord sur tout, sauf sur une chose, que l'Union soviétique était socialiste. Le système occidental l'utilisait pour discréditer le socialisme, et l'Union soviétique l'utilisait pour attirer de la sympathie pour l'Union soviétique, en vertu des idéaux socialistes. Mais moi, je pense que si on accepte l'idée que les idéaux socialistes, en principe, devaient se baser sur, comment dirais-je, garder les acquis des Lumières, en particulier les libertés individuelles, alors évidemment, dans ce sens-là, l'Union soviétique n'était pas socialiste. Elle était socialiste dans un certain sens, comme je dis, c'est comme anarchiste, vous pouvez définir les mots comme vous voulez, mais elle n'était pas au sens où les gens l'entendaient, et probablement même les bolcheviks, avant la révolution d'octobre. Mais, en termes d'industrialisation, ça a peut-être embourbé dans les années 60, etc. Mais la modernisation et l'industrialisation rapide, ça a été fait. Alors on dira que le coût humain est très élevé, mais si vous regardez le coût humain de développement et d'industrialisation des pays européens, vous regardez les coûts humains dans les colonies, etc., je pense que le calcul n'est pas si facile à faire. Mais donc, mais pour moi, ça c'est vrai, quand l'Union soviétique était prête de s'effondrer, une revue marxiste a demandé à Chomsky d'écrire un article sur la situation, il l'a intitulé « L'Union soviétique contre le socialisme », ce qu'il répète tout le temps. Il dit c'est un truc contre le socialisme. Mais c'est pas pour ça que vous devez le condamner, vous pouvez être pour l'industrialisation. Simplement, ne mélangeons pas nos concepts. Et les types ne l'ont pas publié, et comme il dit, c'est pas de la censure, ils ne pouvaient pas me comprendre. Tellement l'imprégnation des esprits est grande. Par exemple, moi je suis assez vieux pour me rappeler d'avant la chute du mur. D'avant la chute du mur, des tas de gens disaient l'Union soviétique, c'est pas le vrai socialisme. Quand la chute du mur a eu lieu, la chute de l'Union soviétique, presque les mêmes ont dit le socialisme avec un grand L et un grand S a échoué. Et comme dit Chomsky, c'était plus les léninistes qui veulent l'admettre. C'est-à-dire qu'ils ont identifié le socialisme avec l'Union soviétique, et pour moi le projet socialiste n'a rien à voir, enfin ne se combine pas, si vous voulez, ne se confond pas avec l'Union soviétique. Mais alors, ce qui s'est passé avec l'histoire du XXe siècle, c'est qu'évidemment, d'une part, en Europe, on a eu le problème du fascisme, on a eu la guerre, etc. Mais l'autre problème, si vous voulez, c'est que toute l'histoire du socialisme, et ça, si vous lisez les auteurs du XIXe siècle, c'est tout à fait évident, et c'est un peu compréhensible, c'est terriblement eurocentrique, ou occidentalocentrique. C'est-à-dire, ils voient évidemment le socialisme, etc., comme quelque chose d'interne à l'Europe.
Mais ils oublient, je ne dis pas qu'ils l'oublient totalement, et Marx par exemple parle d'accumulation primitive, etc., mais ils oublient d'une certaine façon ce qui a été le facteur majeur du XXe siècle, qu'ils ne pouvaient pas prévoir évidemment, qui est la révolte des colonies et la décolonisation. Processus dans lequel l'Union soviétique a aussi joué un rôle, parce que ça il faut connaître à Lénine que son appel au peuple d'Orient, par exemple, son appel à la décolonisation, vu chez lui comme une offensive contre le capitalisme, mais la décolonisation a eu un impact. Il y a un impact en Chine, il y a un impact au Vietnam, dans beaucoup d'autres endroits. Et pour moi, le fait fondamental du XXe siècle, c'est pas le fascisme et le communisme, c'est la décolonisation. Et l'impact majeur du communisme, ça a été son impact sur la décolonisation. C'est-à-dire que, par exemple, la victoire de l'Union soviétique dans la guerre a montré que l'homme blanc, si vous voulez, enfin, représenté par l'Allemagne, n'était pas invincible militairement. Et il faut bien comprendre que la domination qu'on a eue sur le reste du monde à travers l'époque coloniale, elle n'a pas été due à notre culture, elle n'a pas été due à nos idées, elle a été due à nos armes. D'accord ? Et les gens se sont débarrassés de nous parce qu'ils nous ont finalement combattus par les armes et le poids du nombre, la force intellectuelle, la force, l'habileté, etc., ont fait que des pays comme le Vietnam, par exemple, ont réussi à vaincre les États-Unis. Et je pense que le processus continue, il continue au Moyen-Orient, etc. Mais la décolonisation est un fait majeur. Alors, cette décolonisation a un impact, à mon avis, sur l'Europe, sur l'Occident, qui justement va m'amener à la question des théories réactionnaires, puis j'en finirai là. C'est que en Occident, l'Occident, si vous voulez, je trouve qu'il y a toujours eu en Occident quelque chose d'artificiel dans notre développement. Et c'est pour ça que quand on a eu la première séance, quelqu'un parlait du capitalisme. Et j'ai dit, moi je ne suis pas d'accord pour parler du capitalisme dans l'abstrait, indépendamment de l'impérialisme. Parce que pour moi, le phénomène de l'impérialisme est au moins aussi important que le capitalisme si on veut caractériser notre société. Imaginez que l'Europe occidentale soit la seule partie émergée des terres. Donc tout le reste est des océans. D'accord ? Tout. Donc rien que l'Europe occidentale. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'or et d'argent des Amériques. Il n'y a pas de pétrole du Moyen-Orient. Il n'y a pas de gaz de Russie. Il n'y a pas de travailleurs immigrés. Il n'y a pas. À quoi ressemblerait notre développement ? Une fois que vous posez la question comme ça, vous ne devez même pas poser la question du colonialisme en termes d'échanges inégaux, d'exploitation, etc. Simplement, le développement de l'Occident n'a été possible que parce qu'il y avait cet immense hinterland, cet arrière-monde, si vous voulez, qui était ce qu'on appelle maintenant le tiers-monde, ou les ex-colonies, et qui a toujours apporté un flux de matières premières, de travailleurs immigrés, maintenant de matières grises, venant suppléer, particulièrement aux États-Unis, au déficit des systèmes d'enseignement. Et donc, il y a, d'une certaine façon, comment dire, il y a toujours eu, ça considéré comme de l'exploitation, mais c'est même pas la question, une dépendance de l'Occident par rapport à ce reste du monde. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, et qui continue à se produire aujourd'hui tous les jours, avec la montée en force de la Chine, avec les transformations dans le monde arabe, quand on a essayé de les manipuler, avec ce qui se passe en Amérique latine, c'est la perte d'hégémonie de l'Occident sur le reste du monde. Et c'est la perte pour nous. Nous, on aurait tout perdu sans les Américains, et les Américains sont en train de tout perdre. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions, mais en même temps, à cause de l'industrialisation de ces pays-là, vous avez des capacités d'exploitation des gens qui sont celles dignes du 19e siècle. Dans le New York Times, il y avait un article qui dit, voilà, Apple devait faire des iPads à toute vitesse, ils ont été réveillés 8000 Chinois dans un dortoir, ils leur ont donné un biscuit et une tasse de thé, ils ont mis à travailler 12 heures d'affilée. Et les types, les Américains disent la flexibilité est époustouflante. Et ça, c'est vrai. Et donc, oui, je vais arrêter bientôt. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que qu'on est dans une situation, si vous voulez, où on se trouve, l'armée de réserve, si vous voulez, comment dire Marx, l'armée de réserve de travailleurs dans ces pays-là est énorme. Et d'une certaine façon, il y a un texte que je n'ai pas apporté parce que de toute façon on m'a dit de ne pas trop citer, mais d'un auteur qui s'appelait Hobson, qui est cité par Lénine dans l'impérialisme, et qui est une des meilleures études de l'impérialisme, qui est antérieure à Lénine, qui date de 1902, d'un économiste anglais, qui décrit ça très bien. Il dit un des effets de l'impérialisme, c'est qu'on va aller chercher des tribus en Asie et en Afrique, les apporter ici, ils vont être possédés en gros par les capitalistes, qui vont, grâce à ce tribut, entretenir une masse de gens qui vont faire des travaux secondaires, mais plus des travaux industriels, et tous les produits industriels et agricoles vont venir du lointain Orient.
Et il dit, ça va donner un exemple de parasitisme. L'impérialisme va mener à un parasitisme occidental. Et je pense que non seulement on est en situation de parasitisme, de plus en plus, mais en plus, on n'a plus le contrôle sur le reste du monde, que Lénine d'ailleurs très intelligemment prévoit, mais que Hobson ne prévoyait pas. Lénine dit oui, mais les autres ils vont se révolter, ils se sont révoltés, et donc on ne les contrôle pas. Et ça c'est le problème, si vous voulez, que je pense que notre problème fondamentalement, au-delà des problèmes économiques directs, d'endettement, etc., c'est le problème du déclin. Parce que l'artificialité de notre système, c'est pas seulement le capitalisme, c'est aussi la position centrale qu'on a eue pendant la période coloniale sur le reste du monde, que nous avons perdu au XXe siècle, que nous continuons à perdre. Alors comment s'adapter au déclin? Comment s'adapter au déclin? Ça c'est la vraie question. Et ça repose la question du socialisme dans des termes, à mon avis, tout à fait différents et pour lesquels la discussion doit être ouverte. Je n'ai pas de solution. Mais les périodes de déclin sont typiquement les périodes, justement, où les idées réactionnaires font surface. Parce que dans les périodes de déclin, on dit « Ah, mais c'était mieux dans le temps ». Mais moi, je pense que c'était mieux dans le temps. Mais, enfin, ça dépend quel temps. Moi, c'est plutôt les années 70, fin des années 60. Mais, je veux dire, il y en a qui vont dire « Voilà, c'est le Moyen-Âge, c'est la papauté, c'est la monarchie, c'est le fascisme, ça peut être tout ce que vous voulez », mais les gens vont... Il y a une tendance naturelle à essayer de renverser vous imaginez de renverser le cours de l'histoire, et je pense qu'aujourd'hui on a essentiellement trois forces. Et je vais terminer là-dessus. On a les gens qui pensent que la crise va se résoudre, qui à mon avis sont peut-être pas la majorité dans la population, mais la majorité dans les élites, qui pensent, on sait tous les jours que maintenant, là, pour la 22e fois, sauver l'euro, donc ça va bien, etc. Donc tout va bien, l'économie va croître de 0% l'année prochaine, j'ai entendu à la radio ce matin, donc... non, ils ont dit 0%. Enfin bref, je veux dire qu'on nous explique que tout va... Il y a des gens qui disent oh, on est au bout du tunnel, on est au bout du tunnel. Bon, donc ça c'est les optimistes. Et puis dans les pessimistes, il y a deux sortes de gens. Il y a des gens qui vont chercher des solutions réactionnaires et des gens qui veulent chercher des solutions qui sortent du cadre. Et je pense que si on veut ressortir du cadre, alors les idées de l'anarchisme, je dis bien les idées générales de l'anarchisme, pas nécessairement les groupes anarchistes, pas nécessairement les doctrines anarchistes au point strict, les idées d'anarchisme que j'ai essayé d'expliquer peuvent nous être utiles, et je pense que vous les trouvez dans des mouvements comme les Indignés et Occupy aux États-Unis. Il y a un petit livre de Chomsky de nous faire de la publicité, je termine là-dessus. Occupy qui va sortir en français à Lerne avec une préface de votre serviteur, et là-dessus je vais terminer en vous souhaitant ni Dieu ni maître. Bon, c'est vrai que j'ai été, bon, c'est la première fois que je fais cet exposé et j'avais prévu beaucoup de choses et j'ai peut-être sauté des points, donc je pense qu'effectivement j'ai pas été assez concret sur ce que les anarchistes proposaient, donc je l'ai défini abstraitement comme, si tu veux, la socialisation des moyens de production, et d'une certaine façon on peut le voir comme l'extension de la démocratie à la sphère économique. C'est-à-dire que l'anarchisme voit, enfin Chomsky en tout cas parle toujours de la tyrannie des entreprises privées, c'est-à-dire que vous avez le grand capital finalement exerce une sorte de tyrannie sur la société, et la démocratisation reviendrait à leur retirer ce pouvoir comme on a retiré le pouvoir de la monarchie ou de la féodalité ou de l'église, etc. Et donc, mais c'est vrai qu'on peut dire voilà comment est-ce qu'on va organiser une économie dans une situation anarchiste, et j'avais promis, j'ai oublié de faire, de parler du modèle de Hanel et de Michael Albert, de ZNet. Donc il y a des gens qui ont développé un modèle qui s'appelle PARECOM, économie participative, Participatory Economics, et vous pouvez trouver ça, vous pouvez trouver ça même en français, mais ZNet, qui est un des meilleurs sites alternatifs américains, a toutes sortes de tutoriels, de trucs là-dessus. Ici par exemple j'en ai amené un, Summarizing Participatory Economics, et donc c'est c'est un peu une société idéale, enfin idéale en principe, c'est-à-dire bon, évidemment, les entreprises sont collectives et les décisions sont prises collectivement de façon démocratique. Qui plus est, les gens décident d'une certaine façon de ce qu'ils veulent consommer et de ce qu'ils sont prêts à travailler. Évidemment, il faut qu'il y ait une adéquation. Donc, les biens de première nécessité, les soins de santé, etc. sont donnés à tous. Mais tout ce que vous voulez en plus, vous devez travailler pour l'avoir. Donc, d'une certaine façon, vous voulez avoir une rémunération. La rémunération, en plus, est idéale, mais on verra, je dirai à la fin, le problème de ce truc idéal, c'est que on veut récompenser non pas votre intelligence, par exemple, votre force physique, etc., mais ce qu'on appelle, ce que Albert appelle l'effort et le sacrifice. C'est-à-dire, en fait, le collectif dans lequel vous êtes va juger pour savoir si vous travaillez vraiment, si vous faites de l'effort, etc., ou bien si vous êtes simplement doué, vous n'avez pas à faire grand-chose, etc. Bon. Et donc,
vous êtes très fort, ou je sais pas quoi. Parce que ça, c'est des différences qu'il estime ne pas devoir récompenser. Et donc, ça, c'est comment dire, ça, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, évidemment, au niveau de la société, tout est planifié. C'est une société entièrement planifiée, mais de façon démocratique. Il n'y a pas de marché. Tout est planifié parce que les entreprises disent, voilà, on est prêt à produire ça, et la somme totale de ce qu'on voudrait consommer, c'est ça. Et alors, il y a une espèce de jeu d'ajustement. On leur dit, oui, vous devez produire plus si vous voulez consommer autant, etc. Et il y a un jeu d'ajustement, et puis après, il y a un organisme du plan qui planifie tout. Il y a d'autres projets, évidemment. Il y a des tas de projets anarchistes. Vous avez, par exemple, un livre qui n'est pas inintéressant, ou qui, de nouveau, n'est pas très facile à trouver, qui s'appelle « Après la Révolution » de Dagobert de Santillán, qui était un anarchiste espagnol, et qui a écrit ça pendant la Révolution espagnole, sauf qu'il n'y a pas eu d'après la Révolution, évidemment, mais qui donne un plan, si vous voulez, de nouveau, comment, avec des conseils. L'idée, c'est toujours une espèce de démocratie par niveau, si vous voulez, avec une démocratie totale à la base dans les entreprises, et puis comment dirais-je, des accords, si vous voulez, entre représentants des différentes entreprises. Ce n'est pas, comment dirais-je, c'est pas une question de redistribution des richesses, parce que la production, les moyens de production sont entre les mains des gens, et donc, d'une certaine façon, c'est immédiatement, directement égalitaire. Mais, le problème que j'ai avec ces plans, et je crois que Chomsky les a aussi, c'est ceci. C'est que ce n'est pas évident quelle est l'utilité de faire des plans très précis pour une société future, alors qu'on ne sait même pas si dans 10 ans, nos amis américains n'auront pas fait sauter la Terre avec leur bombe atomique ou je ne sais pas quoi. Donc, je veux dire, moi je n'aime pas tellement, je suis plus dans l'immédiat, et c'est vrai que Chomsky dit ça aussi, Marx, et là il dit, il est d'accord avec Marx, Marx pense aussi, comme disent les anarchistes parfois, le chemin se trace en marchant, c'est-à-dire que l'histoire se fait évidemment avec un objectif à long terme, donc on n'a pas besoin de définir un objectif à long terme en termes précis, parce que l'idée de justice, d'égalité, de démocratie, etc. est suffisamment claire. Albert dira à ça que les gens sont désespérés et ils ne savent pas où aller. Et donc il veut leur dire où on veut aller. Mais on leur dit où on veut aller de façon trop précise, à mon sens. Et un livre que j'ai acheté et lu, enfin essayé de lire, mais je n'ai pas eu le temps de lire, mais que je pense qu'il est assez intéressant, c'est America Beyond Capitalism de Ger Alperovitz, qui développe, si vous voulez, des thèses assez intéressantes sur justement tout ce qui est, toutes les entreprises non capitalistes qui existent déjà dans la société américaine. Il y a, je crois, 11 millions de travailleurs aux États-Unis qui vivent dans des entreprises partiellement ou totalement possédées par les travailleurs. Déjà aujourd'hui. Et il y en a 3 millions de plus que de syndiqués dans les entreprises privées. Non, ça veut dire qu'il y a très peu de gens syndiqués. Mais un des thèmes d'Alperovitz, c'est que, justement, espérer revenir à la social-démocratie classique avec intervention de l'État, enfin plus ou moins ce qui était le New Deal, etc., il pense qu'on n'y arrivera pas. Et qu'il faut tout reconstruire à partir de la base, et en particulier à travers ces mouvements coopératifs d'entreprises autogérées, etc. Il y a un truc que je n'ai pas non plus eu le temps d'étudier, toi tu connais peut-être parce que c'est espagnol, c'est Mondragon. Mondragon, c'est une entreprise qui regroupe, qui est énorme, c'est une multinationale, enfin c'est surtout en Espagne, mais c'est une énorme entreprise qui n'est pas capitaliste. C'est une entreprise qui est possédée par les travailleurs et où les gens sont élus. Mais ça a été créé à l'époque de Franco par un prêtre au Pays Basque, mais c'est quelque chose qui est, ils disent, ils ont toujours un esprit business, c'est-à-dire c'est pas un truc où il faut aller flemmer, c'est un truc où on travaille comme plus ou moins comme dans les entreprises, mais tous les profits sont réinvestis dans l'entreprise, sont investis dans la formation des travailleurs, etc. Ils ont des universités, ils ont des systèmes financiers, etc. J'ai écrit à Chomsky d'ailleurs pour lui demander ce qu'il en pensait. Lui, il dit qu'effectivement, c'est un truc avec certains dilemmes, parce qu'il vit dans la société actuelle, mais il pense qu'il les gère assez bien, qu'en fait c'est une entreprise qui survit relativement bien à la crise qui affecte l'Espagne. Et il dit un des syndicats américains, celui des métallos, qui est un de ceux qui survivent, voulait créer quelque chose comme Mondragon aux États-Unis. Et on peut dire, bon, est-ce que c'est la solution? Et par exemple, l'industrie automobile a été nationalisée aux États-Unis. Évidemment, elle a été redonnée aux patrons, mais elle aurait pu être donnée aux travailleurs. Il n'y a pas de raison fondamentale. Quoi? Toujours nationalisé. Mais on va partir. Général Motors, c'est toujours national. Ok. Non, tu aurais dit, non, mais tu aurais dit que ce que Chomsky dit dans Occupy, c'est qu'on pourrait la donner aux travailleurs plutôt que de la redonner au privé, ce qui arrivera. Alors, comme il dit, vous pouvez prendre un train
à grande vitesse entre la Chine et le Kazakhstan, mais pas entre Boston et New York, ce qui est assez surréaliste quand on y pense, mais c'est comme ça. Je veux dire, il y a des tas de trucs dans l'infrastructure qui pourraient être produites et qui ne le sont pas parce que tout est fait de façon... Donc, moi je pense que je ne sais pas, je ne peux pas dire, voilà, ça c'est la solution. Moi je plaide pour que, pour reprendre l'expression de Chomsky, mais pas lui, une politique de sans fleurs, Mao Tse-tung évidemment, mais qu'on ait, comment dirais-je, une discussion généralisée sur les alternatives. Mais je pense effectivement que dans la situation dans laquelle on est une situation de désespoir tel, et on est dans une situation où le capitalisme affirme tellement qu'il n'y a pas d'alternative, que si on veut en sortir, il faut commencer à recréer de l'espoir. D'accord? Il faut essayer de regagner quelque chose. Alors quand les gens vous disent qu'il n'y a pas d'alternative, vous dites, vous connaissez Mondragon? Non, ils ne savent pas qui est Mondragon, donc renseignez-vous, expliquez ce que c'est que Mondragon. C'est peut-être intéressant. Évidemment, ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait. Et si on veut des trucs parfaits demain, on n'aura jamais rien. Ça, c'est un peu le mythe que je n'aime pas chez les anarchistes, c'est la volonté de la perfection et du grand soir et de la révolution, etc. Ça, je crois qu'on n'y arrivera jamais. Mais on peut trouver, ici et là, des chemins, etc. Donc, voilà. J'ai deux points sur lesquels je voudrais un petit peu questionner, aussi par rapport à mes propres positions. Donc je pense que les gens qui ne me connaissent pas doivent savoir que je suis un économiste, donc quelqu'un de sciences humaines, d'abord, et puis deuxièmement, et marxiste en deuxième lieu. Donc c'est par rapport à ça que je vais poser les deux problèmes. Donc, la première, c'est sur la question du marxisme. Parce que normalement, effectivement, la rupture qui s'est faite véritablement entre les anarchistes et les marxistes s'est faite au moment de la première internationale. Elle s'est faite essentiellement sur la question de la transition vers la société idéale, c'est-à-dire la société socialiste, où les marxistes disaient ben, c'est pas possible d'arriver directement à la société idéale, et donc il faudra prévoir une transition entre les deux, dans laquelle effectivement il faudra que la classe qui était exploitée, mais ça je pense que les anarchistes étaient assez d'accord aussi, que la classe qui était exploitée, c'est-à-dire essentiellement les travailleurs, les ouvriers, les prolétaires, comme on les appelait à l'époque, devait prendre effectivement d'une certaine manière le pouvoir et instaurer progressivement les mesures qui permettraient d'arriver à la société idéale. Un peu rapide, s'il te plaît. Oui, c'est pour que ma mère... Non, mais ça va, non, il a le droit, parce que c'est vrai que j'ai critiqué le marxisme, mais c'est un bon représentant du marxisme, il doit pouvoir répondre. Non, mais c'est vrai. Oui, mais bon après, je ne peux pas dire aux autres de faire vite. Mais donc ça, c'est le point de rupture qui a été fait. Et la deuxième chose, évidemment, mais là je propose qu'effectivement, ça va rentrer trop dans les détails, il y a le problème de l'organisation. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où il faut arriver à cette forme de société, ben, les marxistes ont une forme d'organisation, en général sous forme d'un parti, qui évidemment est beaucoup plus structuré, etc., que normalement les anarchistes. Donc ça je pensais que, originellement, c'était les deux principaux points de rupture qu'il y avait entre les anarchistes et les marxistes. Alors, donc j'ai appuyé sur un point, c'est qu'effectivement, je trouve que le fait d'avoir dit trop souvent que l'Union soviétique, ou bien que éventuellement d'autres pays, la Chine par exemple, était le socialisme en tant que tel et représentait l'espoir socialiste, effectivement... Il y a des gens qui disent oui, ça oui. Mais non, c'est ce que tu as dit, Audiard. Je sais bien, je t'inquiète. C'était, à mon avis... On les a mis 30 ans. C'était à mon avis une erreur, effectivement. Parce que je pense que c'est beaucoup plus logique de dire que ce sont effectivement des expériences, ça me semble, et donc par expérience, évidemment, il y a toute la question historique, propre, spécifique à la situation de ces pays-là. Et de fait, moi je pense que de ce qu'on oublie dans l'analyse de la manière dont ça a tourné, c'est que, effectivement, ce sont des sociétés qui ne venaient pas, comme tu as parlé beaucoup des Lumières, elles ne venaient pas de la connaissance du passé historique des Lumières. C'était des sociétés qui étaient des sociétés extrêmement fermées, où il n'y avait pas de tradition, de démocratie. Et donc là, il fallait partir pratiquement d'un point de vue zéro. Et donc effectivement, c'était très très difficile. Et donc on peut comprendre qu'effectivement, il y a toute une série de gens qui avaient
une tradition dans ce cadre-là, qui sont venus, donc ils n'ont pas changé leur tradition subitement parce qu'il y avait un changement de régime. Donc, alors là, effectivement, à mon avis, donc c'est sur le premier point, je te signale, j'ai un deuxième, c'est sûr. Et donc là, effectivement, je pense que ça illustre que, à mon avis, il faudra encore plus de périodes transitoires, parce qu'effectivement, ça me semble encore plus difficile de passer d'une société qui, effectivement, aujourd'hui est une société quand même très fortement, par exemple, individualiste. Comment est-ce que tu vas arriver à ce que un sentiment beaucoup plus collectif va effectivement l'emporter? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question porte sur le fait que je suis économiste sciences humaines et je trouve que tu catégorises beaucoup trop la différence entre les sciences exactes et les sciences qu'on dit humaines, etc. Tu n'es pas d'accord, mais moi, donc je pense que tu dis, voilà, il y a effectivement, dans les sciences exactes, on s'est arrivé à des choses, mais je te signale que, entre parenthèses, dans le contexte, à mon avis, quand même, qui sont des sciences humaines, tu as dit une affirmation. Aujourd'hui, on est dans le déclin de l'Occident. Donc, il faudrait savoir, est-ce que c'est une affirmation de type... oui, je comprends. Donc, moi, à mon avis, donc il y a une différence, hein, je ne vais pas dire que c'est la même chose. Et donc, effectivement, on ne peut pas arriver à des propositions, par exemple, aussi fortes qu'éventuellement dans certains domaines, parce que ce n'est pas tous les domaines de la physique, on parvient à des positions aussi fortes, mais on ne sait pas arriver à des positions aussi fortes que, par exemple, dans la physique, dans les sciences humaines, mais on ne peut pas dire non plus qu'on ne peut pas faire la différence entre quelque chose qui est manifestement du n'importe quoi et quelque chose qui, à mon avis, est quand même du sérieux et basé ça même quand même sur des études un petit peu précises, argumentées, trouvées dans... oui, parce qu'effectivement, un des problèmes de la différence entre les sciences humaines et par exemple la physique, si on veut, on peut refaire tout le temps les expériences, jusqu'au moment où on trouve la solution. Enfin, pas dans toutes les Laisse-moi répondre à ça. Mais dans les sciences humaines, c'est totalement impossible. Je sais bien, mais ça veut dire qu'il faut prendre l'histoire. Je ne comprends pas. Laisse-moi répondre. Oui, mais d'accord. Par exemple, sur la crise, pour donner cet exemple-là, je pense qu'on est capable de dire que le système ne fonctionne pas. Et donc, normalement, on peut dire qu'effectivement, normalement, il doit arriver en crise. La seule chose qu'on ne sait pas dire, c'est quand elle va arriver en crise. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, on est arrivé, beaucoup de gens, pas tous les gens, mais une partie des gens ont dit, effectivement, on va arriver à une crise, mais on ne pouvait pas dire quand. Voilà. Ok, je vais essayer de répondre. Je peux répondre? Oui. Premièrement, sur la question de la transition, édition de la Première Internationale, etc. Tu vois, moi j'ai voulu être gentil avec les marxistes. Donc si tu veux, mais aussi un peu avec les anarchistes. C'est-à-dire, j'ai pas voulu revenir avec le débat, si tu veux, qu'il y avait au 19e siècle. Et c'est vrai que, est-ce qu'après la Révolution, on abolit l'État, ou bien est-ce qu'après la Révolution, on maintient l'État? Parce qu'évidemment, Bakounine était très dur avec Marx. Il disait la dictature des savants socialistes de M. Marx sera la pire dictature que le monde ait jamais connue, et la bourgeoisie, la bureaucratie rouge va battre le peuple avec des bâtons du peuple, etc. Enfin, il avait toute une série de formules. Et les anarchistes, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, voilà, quand il y a eu la révolution marxiste, c'était l'Union soviétique, et regardez Staline, c'était ça, on avait raison. Et moi, j'ai pas voulu faire ça, parce que je suis pas d'accord que l'Union soviétique était l'incarnation des idées de Marx. Et je ne suis pas d'accord pour utiliser l'Union soviétique pour réfuter ce que disait Marx. Mais ce qui est néanmoins vrai, c'est que la révolution telle qu'il l'a souhaité des deux côtés n'a pas eu lieu. Sauf en Union soviétique, où là c'était pour moi un autre phénomène. Mais dans les pays capitalistes développés où ils pensaient qu'il y aurait la révolution, elle n'a simplement pas eu lieu. Ce qui a eu lieu, c'est un certain nombre de transformations sociales, de réformes. Les gens n'aiment pas le mot réformisme, mais 1936, le Conseil national de résistance, la sécurité sociale, mai 68, le droit de vote des femmes, l'avortement, tout ça, ce sont des réformes. On n'a jamais pris le pouvoir. On n'a jamais renversé l'État au sens... Donc on doit peut-être le faire, mais ça, c'est autre chose. Donc si tu veux, moi je suis tout à fait d'accord avec la notion de transition. Mais évidemment, le problème, c'est que s'il y a une leçon qu'on a retirée de l'histoire, c'est que là, on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas faire trop confiance à l'État, et même aux États sociaux-démocrates, parce que je pense que comment dirais-je, la fin, moi je suis nostalgique, comme je dis, de la période des années 70, mais j'ai vécu les années 70, et j'ai... Quoi? On était jeunes. Oui, c'est aussi une raison d'être nostalgique, mais oui, les jeunes ne rigolez pas, hein, ça vous arrivera. Et donc,
vous avez il y avait cette période, si vous voulez, où il y a eu cette période de stagnation, de stagflation, comme on disait, où il y avait l'inflation, la stagnation, et il y avait pas, on n'avait pas vraiment d'idée comment en sortir. Les néolibéraux sont venus, eux, vous avez la stratégie du choc de Naomi Klein qui explique ça très bien, ils sont venus avec leurs propositions, et finalement, ils l'ont un peu emporté par défaut. Mais donc, moi, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec la question de la transition. Je ne défends pas l'anarchisme tel qu'il a été historiquement. J'ai dit qu'il y avait les idées que j'ai essayées. Alors sur les sciences humaines, tu vois, justement, il n'y a pas de différence entre les sciences humaines et les sciences exactes, excepté la complexité du sujet. Il y a des problèmes en sciences exactes qui sont tout aussi complexes. Moi, justement, je refuse la distinction, parce que la distinction, c'est souvent qu'avec une autre méthode, la dialectique, je ne sais pas quoi, qu'on va arriver à des vérités qui sont cachées. Non, je ne dis pas que tu dis ça, mais tu ne peux pas nier que des marxistes ont dit ça. Et donc, ou l'herméneutique, ou je ne sais pas quoi. Et donc, là, je suis extrêmement sceptique, tu vois, mais c'est seulement une question de complexité du sujet. Et donc, ce n'est rien d'autre. Et donc, moi, je ne compte. Alors, quand tu me dis, je dis que l'Occident est en déclin, etc., toutes mes assertions, j'avais cette discussion avec un politologue ce midi, un type qui est aussi assez anarcho-marxiste, un peu comme ça, qui est à Saint-Louis, et il me dit alors, quel est le statut de tes propres assertions? Je dis, mais c'est du bon sens éduqué. Mais ça ne va pas, c'est pas Newton qui nous a appris que les pommes tombaient par terre, tu vois. Ce que Newton nous a appris, c'est que les lois qui font tomber les pommes par terre sont les mêmes que les lois qui gouvernent les planètes. Et ça, c'est quelque chose de non trivial, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas quand il s'agit de l'être humain, parce que c'est trop compliqué, on n'a pas des lois aussi simples. Mais, et probablement qu'on n'en aura jamais. Mais, ce que je n'aime pas, évidemment, c'est la posture qui consiste à dire qu'on a un grand savoir, etc. Et si tu n'es pas convaincu, lis Nikos Koulantzas, par exemple, je ne sais pas, tu vas trouver des marxistes qui affirment des... pour ne pas parler des autres, les autres aussi, hein, les autres sont souvent pires encore. Il y a toutes sortes du management, du nouveau truc, machin, on est toujours dans une nouvelle économie, etc. Je ne critique pas spécialement le marxisme, mais l'ensemble. Donc, mais ce n'est pas une question donc, comment dirais-je, je suis d'accord qu'il y a du bon sens éduqué, mais c'est pas la même chose que les sciences, parce qu'en particulier, c'est des choses que je peux comprendre, que je peux discuter, qu'on peut tous discuter autour d'un verre. Tandis que si je commence à lire un article de physique dans un domaine à peine proche du mien, mais qui n'est pas exactement le mien, je comprends rien. Et ça, c'est déjà aussi une distinction entre les types de discours, tu vois. Il n'y a pas ce degré de technicité, il n'y a pas ce degré de complexité, sauf quand on le fait de façon artificielle, comme le fait Lacan, des choses comme ça, en un langage abscon. Mais sur la question de l'insurrection, ça c'est vrai, moi j'en sais rien. Mais moi je suis très, comment dirais-je, sceptique vis-à-vis de la révolution. Je pense qu'un des grands problèmes de l'anarchisme, mais aussi des révolutionnaires en général, c'est le mythe de la révolution et du grand soir. C'est-à-dire on va faire la révolution, et puis après tout va aller bien. Mais ça ne va jamais se produire. Je veux dire, la révolution bolchevique n'est pas réellement un contre-exemple, mais je pense que le problème des révolutions, c'est qu'elles créent du désordre. Vous ne pouvez pas vous promener pendant un certain temps. Il y a une période où il n'y a pas d'ordre. Vous promenez en rue, vous vous faites égorger, etc. Et donc, à ce moment-là, les gens veulent un pouvoir fort. Ils l'ont voulu en Allemagne dans les années 20, les années 30, et ils l'ont voulu en Union soviétique, etc. Et je pense que pour les anarchistes sous-estiment cet aspect-là en pensant qu'il va y avoir une insurrection prolétarienne, etc. On va prendre le pouvoir. Moi, j'ai les plus grands doutes là-dessus. Sur l'anarchisme et la démocratie, ben, je pense que l'anarchisme, c'est simplement par définition l'extension de la démocratie à la sphère économique telle que je le comprends. Mais pas seulement par la démocratie de marché, c'est-à-dire que je peux acheter ce que je veux et soi-disant ça influence le producteur, mais par un contrôle direct de la production par les gens qui produisent, y compris évidemment par les consommateurs. Il peut y avoir des conseils avec des représentants des entreprises. Les entreprises ne doivent pas nécessairement être gérées par des relations de marché, etc. Par rapport, en fait, vous avez parlé d'économie, je dirais notamment de comment organiser la production, donc par exemple de faire une économie planifiée, d'après ce que j'ai compris. Et bon, ça s'oppose à une chose, c'est que souvent ce qu'on développe comme argument dans l'économie de marché, c'est justement sa spontanéité. Donc elle donne au moins l'impression que tout se passe automatiquement, il n'y a personne qui doit vous dire ce que vous devez faire. Tous les acteurs économiques sont assez grands pour décider d'eux-mêmes, en fait, et d'avoir cette initiative qui fait qu'effectivement, il y a des choses qui sont produites et il y a des consommateurs pour les consommer. Comment est-ce qu'on peut répondre à ce genre de questions? J'ai aussi une deuxième question, si vous permettez. Par rapport au droit de propriété, on a parlé de propriété collective, mais en fait,
ça heurte en fait un sentiment tout. Et c'est une question très naïve que j'ai là. C'est de dire au fond, même quand vous prenez un enfant qui a 3-4 ans dans le bac à sable, eh bien si un autre enfant lui prend sa pelle, eh bien il va tout de suite dire c'est ma pelle. Oui, bien sûr. Et au fond, quelle est la différence entre dire c'est ma pelle et le fait de dire ah oui C'est mais ma ça c'est multinationale. mon open terre, vous n'allez pas y pénétrer. Alors, sur votre question, la propriété privée, on parle toujours, et je l'ai dit assez explicitement, de la propriété privée des grands moyens de production. La question de la pelle, c'est pas la même chose, c'est ma pelle et c'est ma multinationale. C'est pas la même chose, c'est mon média de masse, etc. Tout ça, c'est ça l'idée, justement, je dis, c'est la prolongation du libéralisme qui acceptait la propriété privée dans une économie où il y avait essentiellement que des petites propriétés, et puis qui s'est développée, il y a eu l'industrie, etc. Et alors on s'est trouvé devant le problème que ce n'est que par abus de langage qu'on dit, voilà, la liberté d'expression, que je peux couvrir les murs de la ville avec des publicités parce que j'ai beaucoup d'argent, d'accord, ou je peux payer des campagnes aux États-Unis. Où mettre la limite, ça évidemment, ce sont des questions compliquées et je n'ai pas de réponse. Moi, je pense que il y a énormément de questions auxquelles on n'a pas de réponse sur ça, d'accord. Ça, c'est aussi ce que j'aime bien chez Chomsky, justement, qui est son côté scientifique, c'est que justement, de dire qu'on n'a pas de réponse, et que c'est un problème, évidemment, de venir avec des réponses là où on n'en a pas. Et que la première chose à faire, c'est d'éviter justement le dogmatisme et la certitude. Et donc, moi, j'ai pas. Mais l'idée générale est claire. Et donc, Parecom, moi, je n'aime pas Parecom. C'est parce que Henri m'avait demandé de le présenter, j'avais oublié, donc je l'ai présenté, mais moi, je n'aime pas spécialement Parecom parce que, d'une certaine façon, je trouve ça trop facile d'écrire un système parfait sur une feuille de papier ou quelques feuilles de papier dont on ne sait pas si c'est. Donc on ne sait pas. Il y a plusieurs choses qu'on ne sait pas. Premièrement, même s'il y avait une divinité qui venait, qui dit j'en ai marre de toutes vos conneries, je vais faire une société anarchiste, un peu étonnant qu'une divinité intervienne pour les anarchistes, mais il intervient, il refait le monde et voilà, on est dans une société qui paraît comme. Est-ce que c'est stable? On n'en sait rien. Même cette question-là est une question sur la nature humaine. Il y a des tas d'exemples que je connais de communautés plus ou moins fonctionnant sur ces principes, où les problèmes d'ego ne sont pas résolus, les problèmes de relations humaines ne sont pas résolus. Il faudrait énormément, faudrait beaucoup de, justement, de, je sais pas, peut-être inventer des pilules, en bon scientiste, j'inventerais des pilules pour casser les égos, surdimensionner, des trucs comme ça. Et l'adrénaline, mais non, je rigole, mais je veux dire, il y a des tas de problèmes de relations humaines qui ne sont pas résolus par des trucs comme Parecom, par exemple. Et donc, on ne peut le faire, c'est pour ça qu'on ne peut le faire que par expérimentation. Moi, je ne suis pas du tout experte de ces sujets-là comme vous deux, mais je reviens du Venezuela. Ah oui, ça c'est où intéressant. il y a une expérience là-bas enfin, j'arrive pas à ne pas y penser, vu que j'en reviens par rapport à ce que vous dites, que ce soit au niveau du socialisme et de l'anarchisme. Il y a donc, comme vous savez, Hugo Chavez au pouvoir, et il y a une véritable démocratie participative là-bas. J'ai assisté à des choses assez étonnantes, à des conseils communaux au fin fond du Venezuela, avec des paysans, des gens de basses conditions qui venaient, qui défendaient leurs droits, qui savaient s'exprimer d'une manière époustouflante. Et ça s'organise dans des petites communes. Alors voilà, il y a aussi des projets, des étudiants, des gens qui font des choses assez étonnantes, des projets de vie alternative, avec ils essaient de fonder des communautés, et l'État les aide à essayer de créer ce genre de projets alternatifs, artistiques, toutes sortes de choses. Donc moi tu sais que je te suis complètement, mais le projet de l'État révolutionnaire, là on est vraiment dans quelque chose, après c'est pas parfait, mais au Venezuela il se passe quelque chose qui est étonnant, c'est que la société, c'est une ancienne société capitaliste qui était complètement vendue au capitalisme. Il a laissé faire, c'est-à-dire que ça reste une société capitaliste, et parallèlement à ça il a sorti les plus pauvres de la pauvreté, ça a créé une classe un peu plus élevée, et des gens instruits, des gens qui savent s'exprimer, qui savent défendre leurs droits, et qui aujourd'hui vont créer une génération, je pense, très intéressante dans le futur, et qui sera un exemple. Donc je vous invite à regarder ce qui se passe par là-bas, parce que c'est assez remarquable. Le Venezuela, pour moi, c'est une expérience de nouveau qui est dans l'esprit anarchiste, tu vois, parce qu'il n'y a pas ce rêve d'une dictature, d'une révolution. Il n'y a même pas de révolution, c'est un pays capitaliste. C'est un pays capitaliste dans lequel... Oui, c'est un pays capitaliste. Et beaucoup de gens qui critiquent, beaucoup de gens... Il n'a pas été aussi loin qu'Allende, il n'a pas... Quoi? Hybride, je pense.
Voilà, c'est hybride. Mais c'est tout à fait contre toutes les conceptions traditionnelles et des anarchistes et des marxistes sur la révolution. Et donc, là, on est dans un processus qui n'est pas réellement social-démocrate, mais si tu regardes honnêtement ce qu'ont essayé de faire les sociodémocrates suédois ou anglais, etc., alors, il y a peut-être des problèmes de la bureaucratie qu'ils ont sous-estimés, etc. Mais écoute, il y avait un moment donné où une grande partie de l'industrie était nationalisée et où les syndicats avaient une importance très très grande. Alors ça a échoué finalement, enfin échoué aussi, d'accord? Entre parenthèses, ça c'est quelque chose que je voulais dire sur la social-démocratie qui m'a vraiment frappé à la chute du mur. C'est combien, par exemple, quand il y a eu la chute du mur, Mitterrand a dit voilà, on a commencé à voir qu'il y avait raison entre nous les communistes. Mais en fait, ce qui est extraordinaire avec les sociodémocrates, c'est combien ils ont abandonné tout ce qu'ils avaient représenté de bien dans le passé. On a l'impression que c'était vraiment, quand il y a eu la fin du communisme, les socialistes et les sociodémocrates ont dit ah, salut les gars, on a fait ça pour vous détourner les communistes et puis maintenant c'est terminé, on fait plus rien. Par exemple, dans banquier qui pille, banquier qui pleure, banquier qui pleure, banquier qui pille, quel est le nom de l'auteur? Marco Vanès donne un exemple que je trouve extraordinaire. En 1860, on crée la CGR, c'était la centrale, la CGR, c'était quoi? La Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, comme banque publique, faite par un libéral, qui n'a pas de déficit pendant 130 ans, et puis elle est privatisée par un socialiste, qui est des Roupeaux, et 10 ans après, l'État doit se porter au secours. Alors ça, c'est quand même un peu extraordinaire, quoi. 15 ans, oui, bon, ok. Mais je veux dire, c'est assez extraordinaire comme retournement, si vous voulez, de la part de nos socialistes. Donc ça échoue, on aurait pu dire, tu vois, même, c'est le truc qui m'a frappé, c'est quand l'Union soviétique a disparu, c'est combien tous les gens qui se prétendaient alternatifs par rapport à elle, mais dans un certain sens socialiste, ont abandonné le socialisme, ont dit le socialisme a échoué. C'est un peu l'exemple que j'ai dit. Donc, Chavez, c'est une autre expérience. Je sais qu'il y a des anarchistes qui vont le diaboliser en disant c'est un processus autoritaire, c'est un code bio, c'est une personnalité. Non, mais ils le sont. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc là, je suis pas. C'est pour ça que je dis je suis compagnon des compagnons, d'accord. Je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Et je pense effectivement que ça, c'est un exemple d'anarchisme au sens large. Je distingue entre l'anarchisme au sens strict, qui sont les organisations comme la Fédération ou les grands classiques, etc. Et puis l'anarchisme au sens large, je pense que ça, c'est une expérience dans ce sens-là. Parce que de nouveau, dans la mesure où elle est autoritaire, elle n'est pas très autoritaire au regard de l'histoire. Elle est très très peu autoritaire au regard de l'histoire. Et effectivement, il y a énormément d'expérience. Donc, aussi, une des vertus, et ça c'est la question de la transition, mais ce n'est pas la transition après la révolution. C'est pas parce que il n'y a pas de révolution. La transition se fait dans notre société. C'est-à-dire, par exemple, je pense que l'idée, c'est de socialiser les moyens des entreprises quand les travailleurs sont capables de les gérer. Donc, il y a une question d'éducation avant d'y arriver, de formation technique, etc. Parce que sinon, vous allez foutre le bordel et ça va être contre-productif et ça va décourager les gens. D'accord? Mondragon, par exemple, c'est un truc très, très technique et très rigoureux. Et donc, on ne veut pas refaire l'expérience qu'on a faite, évidemment, où on collectivise des trucs, où on redistribue les terres à des gens qui n'ont pas les moyens techniques de les cultiver, etc., etc. Donc, je pense que moi, je trouve ça très positif. Mais bon. Mais tu sais, de nouveau, pour plaider l'œcuménisme, si tu prends Peter Mertens, que tu connais peut-être, le livre Comment hostile, et tu regardes le socialisme 2.0 à la fin, ben, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est pas si éloigné des idées anarchistes en fin de compte, et c'est pas si éloigné de ça, alors pourquoi s'être disputé si longtemps, je veux dire, dans le passé entre, tu vois, bon, bref. Alors, la représentation, les ressources limitées, etc. La question des ressources limitées, franchement, moi je suis sceptique vis-à-vis de ça. Parce que je pense que tout ce discours a un côté malthusien et je ne suis pas convaincu de ça. Parce que ça suppose toujours qu'il n'y a pas d'innovation scientifique. Et je pense que systématiquement, les gens qui ont supposé qu'il n'y a pas d'innovation scientifique, quand on a commencé à casser des cailloux, si on aurait pu se préoccuper de savoir si on allait avoir encore des cailloux pendant un certain temps. Et je veux dire, je pense que ça c'est pas nécessairement sérieux parce que rien ne nous dit qu'on ne maîtrisera pas l'énergie solaire, rien ne nous dit qu'on ne maîtrisera pas l'énergie thermonucléaire, etc. Et si on le fait, ces problèmes-là d'épuisement des ressources sont résolus. Donc moi je pense qu'il y a une tendance malheureuse qui fait partie justement de ce que j'appelle les idéologies réactionnaires, qui est un des aspects de l'écologie, qui est, enfin un des aspects de l'écologie surtout radical, qui est de voir
la civilisation, comme allant dans le mur, etc., qui est de nouveau dire, voilà, il n'y a pas de solution à nos problèmes, de solution scientifique aux problèmes que la science pose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y penser, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent, mais je ne suis pas nécessairement aussi négatif. Alors, attends, pour ce qui est des représentations, personne ne dit qu'il ne doit pas avoir de représentants, mais le problème, évidemment, c'est qu'on veut, l'idéal, c'est toujours une démocratie aussi directe que possible, vu tous les problèmes qu'on voit avec la démocratie indirecte. Moi, je suis tellement anti-européen, pas parce que je suis nationaliste, je ne sais pas de quelle nation je serais nationaliste, mais parce que l'Europe est terriblement un transfert de pouvoir à des bureaucraties non contrôlées, non élues, plus encore que les parlements. Et déjà, les parlements, il ne faut pas être un grand marxiste ou un grand anarchiste pour se rendre compte que les parlements font une chose, disent une chose quand ils se font élire et font une autre quand ils sont élus. Et donc, on perd la perte de contrôle. Donc, personne n'est contre les représentants, mais la question, c'est où est la laisse pour les tenir en laisse une fois qu'ils sont nos représentants. Ça, c'est la question. Pour la question de l'international et des relations entre les autres pays, comme je l'ai dit, c'est un grand problème, et c'est ça la différence entre nous et le Venezuela, c'est que le Venezuela est malgré tout un pays en développement, et nous sommes des pays impérialistes décadents. Et pour moi, c'est une question qui est très différente de celle du Venezuela. Je t'ai déjà dit ça, pour moi, ça c'est la question qu'on doit se poser, et qui est peut-être sans solution, parce qu'il est possible qu'on soit simplement dans la situation de déclin de l'Empire romain, ça va décliner, et on n'a pas d'alternative. Je pense que Alperovitch, par exemple, c'est lui qui fait exactement cette comparaison. Il dit, c'est assez marrant parce qu'il donne comment dirais-je, il commence par décrire la question de l'égalité. Il dit les inégalités augmentent et il montre combien de gens de droite le disent. Il n'y a pas que des gens de gauche qui le disent, il y a beaucoup de conservateurs qui se préoccupent de ça. Puis il parle des libertés. Les libertés civiques n'arrêtent pas aux États-Unis d'être érodées avec le Patriot Act, avec la surveillance généralisée. Et c'est de nouveau des tas de gens de droite qui disent ça. Et la démocratie a complètement disparu avec disons, le bipartisme, avec deux partis qui sont identiques, etc. Et c'est de nouveau des trucs. Et donc, il a l'air de dire, comment dirais-je, le problème de nos pays, c'est que même l'héritage le plus basique des Lumières est en train de disparaître avec le développement du capitalisme. Enfin, ou le développement particulier du capitalisme chez nous, qui est lié à ce comment dirais-je, au fait que nos pays sont pas seulement capitalistes, mais impérialistes et impérialistes en déclin. Moi, je suis contente. Je vais vous dire pourquoi je suis contente. Parce qu'il est très rare dans le milieu altermondialiste, de quelque mouvance qu'il soit, qu'on aborde la question de la nature humaine. C'est une question qu'on a tendance à évacuer systématiquement, comme si, parce qu'il fallait tendre vers une société, que je mets avec des tout gros guillemets, idéale, on pouvait façonner l'homme à l'image de celle que l'on désire voir survenir, et que tout ça pouvait à la limite être universel et transférable au monde entier. Qu'est-ce que c'est qu'une société idéale, si ce n'est une société où des hommes idéaux, qui auraient été façonnés et construits, puissent tous fonctionner approximativement de la même façon, au niveau des codes, au niveau des valeurs? C'est impossible. Mais quoi qu'il en soit, je suis aussi convaincue que l'émergence de toute une série de modèles, qui sont parfois terriblement en conflit les uns par rapport aux autres, apporte quand même toujours, une étincelle, ou un questionnement, ou un positionnement par rapport à tel et tel mode de fonctionnement. J'aimerais bien, vous, Bricmont, que vous me disiez quel est l'individu porteur d'espoir et générateur d'espoir que vous entendez être face à des générations montantes de jeunes qui sont en position de questionnement et en demande d'espoir. Voilà. Merci. Alors, la nature humaine. Bon, je pense que c'est intéressant si on compare par exemple Kropotkin, Russell et Chomsky. Kropotkin a une vision extraordinairement optimiste de la nature humaine. Kropotkin pense que le travail doit être libre et que les biens, ce qu'est les biens de première nécessité, doivent être distribués gratuitement. Et donc, il pense que les gens vont travailler, ils travailleront de façon à ce qu'il y ait assez de biens, même s'ils ne sont pas payés pour travailler, s'il vous plaît. Russell discute de ça assez bien dans les chemins de la liberté. Il dit que, par exemple, probablement que tout le monde a pièce pourrait s'acheter 5 pains par jour s'il le voulait, presque tout le monde, et personne ne le fait parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 5 pains, donc si c'était gratuit, on n'en prendrait pas 5.
Donc il pourrait très bien y avoir, imaginé pour les trucs de première nécessité, il dit on ne va pas en prendre plus que ce qu'on en consomme en général, et c'est vrai un peu pour les soins, enfin un peu avec des nuances pour les soins de santé, etc. Mais pour ce qui est du travail, ça ne paraît pas très raisonnable, ça paraît beaucoup trop optimiste, et je pense qu'en général, Kropotkin a une vue trop optimiste. Chomsky a une vue optimiste, mais comme il est très sceptique sur ce qu'on puisse en dire, il a en général, quand on lui objecte, comme je le fais dans Raison contre pouvoir, parce que dans Raison contre pouvoir, je lui pose des questions justement pour essayer de le pousser dans ses retranchements, de le contredire. Mais il n'est pas très facile. Hein. Je veux dire, c'est pas très facile de le forcer à dire des choses qu'il ne veut pas dire. Et donc, comment dirais-je, il a tendance à dire, bon, on n'en sait pas assez pour répondre à ça, mais quelqu'un qui par contre a beaucoup réfléchi et qui a une vue nuancée et assez pessimiste de la nature humaine, mais pas très pessimiste, c'est Russell. Parce que Russell, ce qu'il a marqué, c'est la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, il a vu l'enthousiasme de la foule pour la guerre, les gens qui volontairement partaient à la guerre, se faisaient tuer avec une grande probabilité, etc., etc. Et le patriotisme, les mensonges, etc., etc. Il a dit qu'il détestait les pacifistes qui disent que la nature humaine est bonne, alors que tous les jours nous voyons que les parents détestent leurs enfants parce qu'ils se vantent quand ils sont morts sur le champ de bataille, etc., etc. Que les intellectuels détestent la vérité parce qu'ils prêchaient à la propagande de guerre, à la vérité, etc. Et donc, il a une vue. Et donc, la réponse, évidemment, et là, évidemment, il a été un peu environnementaliste, c'est l'éducation. Et c'est ça une des choses intéressantes chez des gens comme Russell, mais aussi les anarchistes en général, c'est l'emphase sur l'éducation, sur la lutte contre l'obscurantisme, contre la religion vue comme, disons, les aspects les plus oppressifs de la religion, pour les libertés individuelles, etc. Et d'une certaine façon, c'est assez paradoxal, mais je pense que on peut dire que les anarchistes étaient, contrairement aux marxistes, et aux socialistes en général, des gens qui insistaient sur une dimension non économique de l'émancipation humaine. Et ils étaient dans tous les cas des précurseurs de la libération sexuelle, du féminisme, de toutes sortes de l'éducation, on va dire, progressiste, etc. Et leurs idées se sont répandues, particulièrement dans les années 60, ce qu'on appelle mai 68, mais c'est pas nécessairement mai 68, mais disons, ces idées se sont répandues, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une caricature du début du... Bon, je ne sais pas quelle va la réaction de la partie féminine de la salle, mais il y avait une caricature du début du 19e siècle où on voit qui se moque des anarchistes, où on voit des anarchistes hommes faisant la vaisselle. Je pense qu'on se moque toujours des anarchistes, mais je doute qu'on fasse de cette façon-là aujourd'hui, parce que même si les hommes ne font pas la vaisselle, l'idée de le faire n'est pas ridicule. Je pense, enfin, c'est plutôt les gens qui trouveraient l'idée ridicule qui serait ridicule. Ici. Aller un peu, je sais pas moi, Burkina Faso, ça paraît complètement ridicule pour un homme de faire la vaisselle. Oui, mais je ne parlais pas de... Mais la caricature n'était pas au Burkina Faso, elle était ici. Je parle des changements ici. Souvent, écoutez, souvent les gens me disent que... Oui, mais attends, globalement, c'est encore autre chose. On ne va pas changer le monde entier. On parle de ce qui a changé ici. Moi, je prétends que pour beaucoup de choses, si vous lisez Le mariage de la morale, par exemple, vous verrez que la plupart des idées qui sont maintenant banales après 68 étaient déjà là, elles étaient scandaleuses. Les gens étaient poursuivis. Je veux dire, pour toutes sortes de choses qui nous paraissent tout à fait anodines aujourd'hui. Je veux dire, il ne faut pas... Bon, je vais quand même je peux prendre des exemples, mais dans les années 60, une femme devait demander l'autorisation, en tout cas en France, je crois en Belgique aussi, à son mari pour travailler. Et donc, l'avortement, quoi, pour ouvrir un compte. Donc, ces choses nous paraissent impensables aujourd'hui. Je veux dire, quand les Noirs devaient s'asseoir à l'arrière des bus aux États-Unis, il fallait bien qu'il y ait des règles, d'accord? Maintenant, on trouve ça scandaleux. Au moins, on trouve ça scandaleux. Peut-être que je ne dis évidemment pas que l'égalité est parfaite, mais me dire que rien n'a changé ne me paraît pas raisonnable. Si vous prenez un truc qui me fait toujours bondir, c'est si vous prenez l'histoire de l'Angleterre, vous prenez Oscar Wilde, d'accord? C'est un de leurs plus grands écrivains. Ils l'ont littéralement, enfin indirectement, mais littéralement tué parce qu'il était homosexuel. Et si vous prenez Turing, qui est leur plus grand mathématicien, le plus grand génie mathématique de tous les temps, qui est d'une certaine façon l'inventeur de l'ordinateur, mais bien d'autres choses, ils l'ont aussi pratiquement tué, ils l'ont castré chimiquement parce qu'il était homosexuel. Et maintenant, on utilise l'homosexualité pour embêter les musulmans. Ça, je trouve ça assez comique, quoi. Parce qu'on fait toute la propagande sur notre soi-disant tolérance vis-à-vis des homosexuels pour embêter les musulmans, alors que
évidemment, cette tolérance, enfin, la simple survie d'homosexuels qui était par ailleurs célèbre, est une histoire relativement récente dans notre histoire. Mais d'un côté, c'est un changement. Mais il y a un moment dans l'histoire où, sur toutes ces questions-là, les anarchistes étaient à l'avant-garde. Mais la transformation ne s'est pas faite par la prise du pouvoir, par la révolution, etc., mais par le changement des mentalités. Et donc, il y a... Quoi? L'éducation, oui, bien sûr. Mais bon, qui allait éduquer les éducateurs, comme disait Marx, il a fallu commencer quelque part. Et je pense que là, les idées anarchistes se sont répandues, mais pas nécessairement par des moyens anarchistes. D'accord? C'est ça, c'est important. Étienne Chouard est venu à Bruxelles récemment au Festival des Libertés, et donc lui, il est un grand défenseur de l'idée de tirage au sort. Il est diabolisé. Quoi? Il est fort diabolisé. Oui, mais ça c'est encore... Oui, mais il est diabolisé pourquoi? Ça, c'est... Non, mais je ne dis pas que c'est raison de diaboliser, mais je dis... Non, je sais, mais il n'est pas diabolisé à cause du tirage au sort uniquement. Il est diabolisé parce qu'il y a une espèce de maladie en France qui est absolument terrible, qui est qu'il y a toute une série de gens qui en plus se prétendent anarchistes, qui ont décidé d'interdire à toutes sortes de gens de parler au nom de l'antifascisme, et lui est victime de ça parce qu'il est supposé être souverainiste. Souverainiste. C'est-à-dire qu'il... Oui, mais évidemment, il faut bien, si on veut faire une démocratie locale, alors évidemment, on pourrait aussi l'imaginer au niveau de la France, ou d'un pays comme la Belgique, ou je ne sais pas. Je trouve que il y a un vent de folie. Je vais juste faire une remarque. Chez des gens qui s'autoproclament anarchistes, parce que ce sont les gens de la CNT, souvent, qui interdisent à Michel Collomb de venir parler à la Bourse du Travail, contre la guerre, qui font pression à la Fête de l'Humanité pour que moi je ne puisse pas parler aussi contre la guerre, qui empêchent Chouard de parler, qui empêchent toutes sortes de gens, et qui ont décidé souverainement, alors là il n'y a pas de représentant, il n'y a pas de débat et rien du tout, qui est fasciste et qui ne l'est pas, et qui font des campagnes d'intimidation sur le web contre des soi-disant fascistes, comme moi par exemple. Vous êtes un peu étonné, mais ça m'a un peu étonné au début, après je m'y suis fait, mais je me dis tiens, mais moi j'ai connu des gens que je considérais comme fascistes dans mon éducation, et je ne les aime pas beaucoup, mais je veux dire, c'est quoi? Front de gauche récemment. Oui, bien sûr. Il y a une espèce de folie, c'est comme... c'est un retour au Moyen-Âge, mais bon. Moi, je suis assez d'accord, mais je trouve l'important, c'est d'avoir des idées générales et d'expérimenter. Parce que quand on n'a pas de théorie scientifique, on est bien obligé de faire de tâtonnement. C'est ce qu'on fait quand on fait la cuisine, on n'a pas vraiment de grande théorie, etc. On fait du tâtonnement. Et donc, le problème, c'est de faire dans tous les trucs pratico-pratiques où on n'a pas vraiment de théorie scientifique, on fait du tâtonnement. Et donc, mettre en pratique les grandes idées, ça se fait par expérimentation, et on ne peut pas le faire suivant un schéma préétabli. Je suis content que tu aies mentionné Bookchin et que tu aies mentionné cette histoire de l'archéo-anarchisme, parce que moi je suis assez d'accord avec ça, évidemment. Et je vais peut-être citer, j'espère que ce n'est pas trop long, un texte de Bookchin que j'ai reçu, que je trouve assez extraordinaire. Donc Bookchin était effectivement un anarcho-écologiste, qui est un des fondateurs de l'écologie. Je ne suis pas sûr que je le suivrai sur l'écologie, mais dans un texte qu'il a fait, enfin en 1995 je crois, il dit à une époque où la méfiance populaire envers l'État a atteint des proportions extraordinaires dans de nombreux pays. Quand la division de la société entre une poignée de riches et de corporations contraste fortement avec une paupérisation de millions de gens à une échelle sans précédent depuis la Grande Dépression. Quand l'intensité de l'exploitation a forcé des gens de plus en plus nombreux à accepter des horaires de travail typiques du siècle précédent, les anarchistes n'ont constitué ni un programme cohérent, ni une organisation révolutionnaire à même de fournir une direction au mécontentement de masse que la société contemporaine est en train de créer. Au lieu de cela, ce mécontentement est en train d'être absorbé par des réactionnaires et dirigé contre les minorités ethniques, les immigrés, les pauvres et les marginaux, comme les mères célibataires, les sans-abri, les personnes âgées et même les écologistes, qui sont présentés comme étant la source principale des problèmes sociaux. L'incapacité des anarchistes, ou du moins de beaucoup de soi-disant anarchistes, à attirer le soutien d'une partie importante de la population, découle non seulement du sentiment d'impuissance qui imprègne des millions de gens, il est dû dans une large mesure aux changements qui se sont produits chez les anarchistes les 20 dernières années. Que vous vouliez ou non, des milliers de prétendus anarchistes ont peu à peu abandonné la composante sociale des idées anarchistes pour laisser place à un subjectivisme yuppie et New Age qui constitue cette époque décadente et bourgeoisifiée. J'ai dit une époque décadente,
on va me traiter de fasciste. À vrai dire, ils ne sont plus socialistes. Les défenseurs d'une société communautaire et libertaire. Et ils évitent tout engagement dans une confrontation sociale organisée, programmatiquement cohérente avec l'ordre établi. De plus en plus, ils ont adopté cette tendance en vogue de la classe moyenne au subjectivisme décadent, de nouveau, au nom de la souveraine autonomie, au quasi-mysticisme, au quasi-mysticisme. Et alors il dit le capitalisme lui-même est mystifié comme étant la civilisation, et les mots sont les mots de la civilisation ou de la modernité, et pas de quoi? Mystifié ou mysticisé? Mystifié dans l'idée que le capitalisme est mystifié dans le sens que, au lieu de faire une analyse de classe, comme je l'ai expliqué à propos des rapports de production, on dit le problème c'est la civilisation, c'est la modernité, etc., etc. Et alors il dit bien sûr les anarchistes peuvent célébrer la libération sexuelle, la libération de l'humanité, les contraintes psychiques qui ont longtemps muselé les libertés intellectuelles. Il dit, évidemment, je peux y participer, mais les anarchistes réclamaient une révolution. J'aime pas cette idée de révolution, mais une révolution sociale sans quoi les buts psychologiques ne peuvent être atteints pour l'humanité dans son ensemble. Et donc il dit, ça c'est le problème fondamental, c'est qu'effectivement, les anarchistes, il y a beaucoup d'anarchistes qui sont devenus une question de style de vie ou effectivement de retrait par rapport à la société et, comme tu dis, de paranoïa par rapport au pouvoir. Une chose c'est d'être méfiant vis-à-vis du pouvoir et l'autre c'est effectivement d'avoir cette attitude que j'ai vue moi aussi. Moi je n'ai pas été dans les milieux anarchistes très, très fort, mais que j'ai vu. Et alors il dit les buts socio-révolutionnaires de l'anarchisme souffrent d'une érosion à tel point que le mot anarchie fera partir du vocabulaire bourgeois chic du prochain siècle, indécent, rebelle, insoucieux, mais délicieusement confortable. Mais pourquoi est-ce que c'est un problème? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être une des formes d'anarchisme, comme il y en a des tonnes d'autres? Une forme d'anarchisme confortable, pourquoi est-ce que l'anarchisme doit-il être inconfortable? Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait ces gens tels qu'ils sont décrits. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Tant mieux. De même, ça ne me dérange pas qu'il y ait des moines, mais je veux dire, le problème, si vous voulez, c'est que c'est des gens. Le problème, c'est quand c'est bon, peut-être qu'on a raison d'abandonner la perspective de transformation sociale, peut-être que c'est impossible, mais pour moi, ce qui était intéressant, c'est la transformation sociale et pas la fuite individuelle. Mais on peut le faire. Je crois que j'ai dit ça au début, l'anarchisme individuel ou même ce qu'on appelle monacal n'est pas quelque chose qui me dérange, mais ce que dit Bookchin, et ça Chomsky le dit aussi, c'est que la situation, il y a une situation de désespoir qui devrait être le rêve d'organisateur. Par exemple, Chomsky pense que le mouvement Occupy, qui évidemment s'est arrêté dans la forme dans laquelle il s'est exprimé, est quelque chose qui est très vivant, encore aux États-Unis. Donc il me dit, par exemple, ça pouvait pas, la tactique ne pouvait pas durer, mais il dit, je parle partout à des tas d'endroits à Harlem, dans le delta du Mississippi, etc. Il dit, j'étais hier, donc avant-hier, avec Angela Davis dans un endroit à Boston, et il dit, voilà, il y avait 800 personnes, beaucoup de gens qui étaient politisés, et qui sont politisés au moment du mouvement Occupy en 2011. Il y a des tas de gens qui se réactivent, si on veut, aux États-Unis. Bien sûr, ça n'a pas d'effet, et sûrement la presse ne nous en parle pas. Ici, ça c'est autre chose, mais c'est pas pour ça que ça n'existe pas, et c'est quelque chose qui vaut la peine peut-être d'étudier.